Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux ce soir. Je suis désolée, je monte. Je viens de vous rejoindre. L'espace Ramatuelle, je suis désolée, je suis un peu perturbée. Il nous manque 2 bénévoles, donc ça a été un petit peu le coup de feu là, donc à l'entrée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce soir, nous sommes là pour une conférence sur l'énergie avec Michel Odoul. Michel Odoul, bonsoir et merci d'être présent parmi nous ce soir, en tout cas à Cogolin, puisque je sais que vous êtes en congrès et que vous faites vraiment l'aller-retour pour nous. Vous pouvez l'applaudir très fort parce que là, franchement, c'est un exploit. Merci à vous. Alors, avant d'attaquer vraiment la conférence, je vais quand même remercier tous ceux qui nous permettent de continuer l'aventure et de faire ces soirées parallèles. Nos partenaires, donc comme la librairie, la municipalité de Cogolin, l'Office du tourisme de Ramatuelle et de Cogolin, Énergie Saint-Tropez qui est présent ce soir d'ailleurs, le centre Trimurti, l'association Les Arts du Rire, la médiathèque de Sainte-Maxime, Cyberlabs pour toute la com que vous avez pu voir, sans oublier les hommes de l'ombre, Tonio et Fernando à la régie, et aussi nos bénévoles sans qui on ne serait pas grand-chose, parce que, vous voyez, il en manque 2 là ce soir, et c'est vraiment le coup de feu. Donc, je veux parler de Stéphanie, Tristan, Quentin, Litana. Donc, vous pouvez tous les applaudir très fort, parce que franchement, ils le méritent. Bon, écoutez, on va commencer. Alors Michel Odoul, donc déjà merci quand même d'être présent ce soir parmi nous. C'est donc un exploit, comme je disais tout à l'heure, vous êtes en congrès. Oui, mais vous allez voir que je suis assez bavard, donc j'ai toujours grand plaisir à parler de ce que j'aime et de ce qui me passionne. Et donc merci à vous d'avoir eu envie de me faire venir. Merci à vous d'être là surtout. Donc Michel, moi j'ai quand même une question que je pense pas mal de personnes ici partagent avec moi. C'est savoir ce qu'est vraiment l'énergie, parce qu'on parle, voilà, on entend souvent dire tout, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce qu'on est un peu perdu. C'est vrai que en Occident, l'idée que nous nous faisons de l'énergie, c'est la force motrice. J'ai vécu un inconvénient de l'énergie force motrice en venant aujourd'hui, puisque le train est arrivé avec 2 heures de retard presque. Et donc j'ai trouvé ça assez amusant d'aller faire une conférence pour l'énergie, d'avoir un problème d'énergie en venant. Mais c'est une des facettes de l'énergie. C'est-à-dire que nous avons en Occident un rapport à la vie et aux choses qui, après Descartes et la révolution industrielle, s'est mis de plus en plus à considérer et à ne prendre en compte que ce qui est visible, ce qui est tangible, mesurable et quantifiable. Or, il faut savoir que l'énergie, c'est pas uniquement cette dimension-là, c'est pas uniquement la dimension matérielle et matérialisée des choses, mais c'est aussi quelque chose d'un petit peu plus subtil, sur lequel on va sans doute avoir envie de revenir, et qui, à travers cette dimension du subtil ou du non-visible que nous connaissons mal, eh bien, est sans doute à la base et à la racine même de tous les phénomènes et de toutes les manifestations de la vie. D'accord, oui, vous parlez donc de la vie, c'est quand même c'est quelque chose de très, très puissant, la vie. Tout le monde se pose la question justement entre la poule et l'œuf, en fait, qui est venu en premier. Il y a aussi, vous dites, vous avez écrit que Einstein considérait que la matière, en fait, était une forme densifiée de l'énergie. Est-ce que vous pouvez... Oui, ça, ce sont les travaux de la physique moderne. Les travaux de la physique moderne ont bien constaté combien la matière n'était en fait qu'une mise en forme particulière de l'énergie. Et on connaît très bien l'inverse de cela, c'est-à-dire que quand on déstructure la matière pour la retransformer en énergie, ça donne la bombe atomique, ou ça donne les centrales atomiques, etc. C'est-à-dire que d'un tout petit atome de matière, on va produire une énergie qui est une énergie phénoménale, qui va produire de la chaleur, voire même éventuellement de la destruction. Et que par conséquent, la matière, ce que nous appelons la matière, c'est tout simplement une densification, une mise en forme particulière de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'énergie, c'est-à-dire quelque chose qui est un concept vibratoire. Parce qu'en fait, voilà, vous parlez dans votre livre, en fait, les Chinois en fait, considèrent qu'il y a un peu 2 formes d'énergie. Il y a plusieurs formes d'énergie. Oui. Donc celle qui est plus volatile, donc plus aérienne, qui est le yang. Plus subtile, voilà, qu'ils ont décidé d'appeler. Et le yin, donc qui viendrait, c'est une énergie qui nous viendrait de la Terre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est-à-dire les notions de yin et yang, qui sont des notions exotiques que tout le monde connaît un petit peu, sont des notions que les anciens Chinois ont élaborées d'une façon extrêmement simple, c'est-à-dire qu'ils ont été très pragmatiques.
voilà, ils ont observé comment était faite la vie et ils ont constaté que les êtres humains existaient dans notre univers entre deux pôles inverses. Un qui était sous leurs pieds, qui était lourd, dense et manifesté, qui est la Terre, et un qui était au-dessus de leur tête, qui lui était plus léger, plus subtil, moins manifesté, moins tangible. Et ils se sont dit que la vie était sans doute bien faite, par principe de cohérence. Les lois qui génèrent et qui gèrent l'infiniment grand doivent sans doute être les mêmes que celles qui génèrent et qui gèrent l'infiniment petit. C'est de là que sont émergées les notions d'observation empirique, macrocosme, microcosme, c'est-à-dire en observant l'infiniment grand qui est perceptible par mes sens, et en observant comment il fonctionne, je vais pouvoir en déduire l'infiniment petit. Et de là, ils ont décidé de nommer cette forme bipolaire de compréhension de l'univers, avec tout ce qui était en rapport plutôt avec les caractéristiques de la matière dont on vient de parler, du dense, yin, et tout ce qui était plutôt en rapport avec la dimension plus subtile de l'énergie, non visible, non perceptible, mais existante, yang. Et de concevoir toute une vision du monde dans laquelle, finalement, tout devait sans doute pouvoir être bipolarisé, et on va voir que ça peut aller très très loin, puisqu'on va retrouver des notions de physique quantique, mais aussi on va comprendre un petit peu mieux ce que peut être le concept de l'énergie. Mais avec une cohérence totale, c'est-à-dire que même dans l'être humain, on retrouve ces pans yin et yang, puisque dans l'être humain, on trouve une partie qui est plutôt dense et manifestée, c'est-à-dire yin, qui est sa réalité physique, et une partie qui est plutôt subtile, non visible, non quantifiable, qui est l'esprit. Et qu'à travers l'équilibre des deux, en observant quand le ciel et la terre sont en harmonie, ça donne le beau temps. Lorsque le ciel et la terre sont en disharmonie, ça donne le mauvais temps ou la tempête. Et bien qu'à l'identique, dans tous les champs de l'univers, il en était de même. Et que dans l'être humain, lorsque la dimension yin et yang était en harmonie, ça donnait l'état de santé. Et que lorsqu'elle était en disharmonie, ça donnait l'état de maladie. Et c'est à partir de là qu'ont été élaborés tous les concepts énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise. On y reviendra justement tout à l'heure à la maladie, quand il y a des dysharmonies au niveau de l'énergie. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours un peu fascinée, c'est quand on voit un peu la physique quantique, c'est que l'énergie change, en fait, au moment où on l'observe. Alors, est-ce que l'énergie est intelligente ou est-ce que c'est une forme d'intelligence? Oui, c'est-à-dire, les travaux de la physique quantique, il faut savoir que la physique quantique, c'est une partie de la physique. Il y a la physique newtonienne, classique, qui permet de comprendre l'attraction des planètes et les structures de la matière, etc. La physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Et les physiciens ont effectivement constaté quelque chose d'assez troublant, c'est que quand on étudie les quantas, des particules extrêmement fines et subtiles, on est face à comment dire ça, une incohérence apparente. C'est-à-dire que quelque chose peut être à la fois une particule à un moment donné, puis devenir une onde à un autre moment donné. Et ces notions donc de particulaire ou de corpusculaire et d'ondulatoire sont des notions qui sont des notions majeures. Là encore l'énergie, hein. À la fois parce qu'elle permet des problèmes d'énergie ce soir. De comprendre les deux champs justement que nous évoquions de cette énergie, le particulaire, c'est-à-dire le corpusculaire, le dense, le manifesté, et l'ondulatoire, c'est-à-dire le vibratoire et le subtil. Et ce que les physiciens quantiques ont observé encore bien au-delà de cela, c'est que ces particules étaient interagies. Et elles sont interagies à la fois à travers des choses assez troublantes, qui sont que par exemple l'intention de l'observateur et du chercheur va avoir une action direct sur l'effet de l'expérience. Et la deuxième des choses qui a été constatée, qui était très troublante, et on aura l'occasion d'y revenir quand j'aborderai la notion d'informationnel de l'énergie, eh bien c'est un concept particulier de la physique quantique qui s'appelle la non-localité. C'est-à-dire où les physiciens quantiques ont constaté que deux particules qui avaient été mises en contact ensemble et qui avaient donc une trace mémorielle qui était commune, quand elles étaient séparées, quelle que soit la distance, ça peut être des milliers de kilomètres, ou quelles que soient les différences de temps, lorsque quelque chose est produit et agit sur l'une des particules, l'identique se produit instantanément au même moment sur l'autre des particules, quel que soit l'endroit où elle se situe. Et donc là, on est confronté à quelque chose qui est particulièrement troublant, parce que dans ces champs-là de l'énergie, on voit que les notions de temps et d'espace n'existent plus. Oui, c'est un peu ça aussi qu'on voit pour les jumeaux, c'est-à-dire que quand certaines fois il y a des pères, voilà, les jumeaux, on dirait que c'est une cellule qui a été partagée en deux et en fait oui, ils ressentent la même chose au même moment. En fait, il y a des choses qui sont très très troublantes et où là on a quelques explications à travers aussi les travaux de la psychologie, notamment de Jung, de ce que peut être l'inconscient collectif. Là voilà, parlons-en de l'inconscient collectif parce que c'est vrai que
comme je vous dis, rien de secret, tout se transforme. Et entre les voyants qui disent aller dans des champs d'information, donc aller dans le futur, certaines personnes comme les magnétiseurs, donc qui disent aussi agir sur des champs, tous ces champs-là, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que c'est très vaste, hein, en fait. Oui, en fait, c'est à la fois très vaste et c'est à la fois la même chose dont il parle. C'est-à-dire que la différence, c'est la façon de nommer. Et c'est véritablement là que le problème peut apparaître, parce qu'à travers la façon de nommer, on peut faire et dire n'importe quoi à l'énergie, avec le pire et le meilleur de ce qu'on peut avoir. Ce qui est en revanche particulièrement intéressant à voir, c'est que, quelle que soit la manière avec laquelle les théories explicatives de l'énergie ont été construites, elles ont une cohérence qui les amène finalement à parler de la même chose. Et c'est vrai qu'on trouve des liens très troublants entre les notions d'inconscient collectif, les notions d'énergie, et les notions de synchronicité, par exemple, sur lesquelles avait travaillé Jung, qui ont fait qu'il a été amené à travailler cette notion de synchronicité avec des physiciens quantiques, notamment Wolfgang Pauli, puis ensuite il y a eu Frédéric David Pick qui ont travaillé sur ces champs-là. Et qui sont des champs dans lesquels, effectivement, on voit que la structure vibratoire de notre univers, qui se traduit à des moments donnés par la matière et le manifesté, ce que nous sommes en capacité de percevoir, existe également et se traduit dans des champs plus subtils qui sont informationnels. Et que lorsqu'on a la capacité à aller dans ces champs informationnels, on peut à ce moment-là soit aller chercher par des phénomènes médiumniques, par le magnétisme, par la radiesthésie, mais également par le travail de psychologie, par l'expansion des champs de conscience, ou par certaines techniques d'objectivation des déséquilibres chez un être humain, on peut aller chercher des informations dans des champs subtils extrêmement lointains et profonds. Et c'est à la fois quelque chose qui est extraordinaire et qui est merveilleux, mais qui en même temps est absolument effrayant, parce que dans ces champs-là, bien entendu, à l'identique de ce que j'évoquais tout à l'heure avec la physique quantique, où l'intention du chercheur va avoir une action sur l'expérience, eh bien la clarté et l'intention du praticien ou de celui qui va chercher l'information dans ces champs-là va aussi avoir une action. Et c'est par conséquent là où il y a une nécessité à être extrêmement prudent lorsqu'on va travailler dans ces champs-là, que ce soit pour le praticien ou que ce soit pour le patient. Il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui maîtrise l'avancée et la recherche des informations dans ces champs-là, parce que sinon il y a des risques de dérapage dans tous les sens possibles et imaginables. L'influence aussi peut-être, non? Bien sûr. Voilà, oui, c'est surtout bien sûr. Bien sûr, non seulement de l'influence, mais vous savez, il y a des fois des choses très, très troublantes quand on va chercher des informations suffisamment profondes dans l'énergie. C'est un petit peu comme un plongeur qui descend en profondeur. Il faut savoir qu'un praticien qui va chercher des informations loin chez un patient, dans des champs assez subtils, est un praticien qui doit faire extrêmement attention, parce que le plongeur qui est allé profond, il doit remonter en faisant des paliers de décompression. Mais il faut savoir que le praticien doit faire la même chose, parce qu'il y a une nécessité à ce qu'il y ait une cohérence entre le niveau d'information qu'on va chercher et la dimension organique qui concernait chez la personne. Et que ce champ de cohérence, il ne peut se faire qu'à travers le praticien. Si le praticien ne fait pas son travail correctement, à partir de ce moment-là, il peut se passer soit une aggravation du symptôme chez le patient, ou au contraire, à l'inverse, une disparition quasi miraculeuse du symptôme. Mais qui n'est pas du tout le signe que c'est du mieux qui est en train d'arriver, mais tout simplement que parce que le champ informationnel a été perturbé, ça sera un autre type de symptôme, sans doute plus difficile à gérer qu'il va y avoir. Quelque chose qui remonte peut-être, donc qui est encore voilà. plus loin et voilà. qui remonte donc après voilà. ce truc-là. Vous dites aussi que le rêve est une forme d'énergie, et c'était Jung qui avait mis 17 ans, je crois. Alors ça c'est sur la théorie de la synchronicité. Jung avait mis effectivement 17 ans à décoder un rêve avec l'histoire d'un scarabée, qui était un rêve extrêmement puissant, qui l'a amené à ces notions de synchronicité, qui est une notion dans laquelle, si vous voulez, on constate que les limites entre le temps et l'espace à un certain niveau n'existent plus. Et ça, on a constaté ça dans les premiers temps des recherches sur la psychologie, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les psychologues ont été confrontés à des pilotes d'avion qui, leur avion ayant été abattu, témoignaient et disaient qu'en quelques secondes, ils avaient revécu l'intégralité de leur vie. Et que quand ils voulaient raconter tout ce qu'ils avaient revécu en quelques secondes, il leur fallait des heures. Ce qui semblait montrer qu'à certains moments, la notion du temps, à l'identique de ce que Einstein avait trouvé en physique, avec la dilatation du temps lorsqu'on approche de la vitesse de la lumière, eh bien il semble que dans certains champs subtils, le temps se dilate et que des instants extrêmement courts peuvent contenir en fait l'intégralité d'une vie.
Et on a constaté que c'était l'identique dans le rêve. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un rêve, ça dure très très peu de temps. Et quand on se réveille et qu'on a encore le rêve en conscience et qu'on veut le raconter, ça prend énormément de temps. Parce que dans les champs du subtil et du non-conscient, eh bien les dimensions spatiales et temporelles ont tendance à disparaître. Et c'est à partir de ces constats-là que Jung a commencé à se poser des questions sur ce qui était la manière avec laquelle l'individu se mettait en rapport avec la vie, le monde et avec les autres. À la fois à travers la notion de l'inconscient individuel, qui était celui de l'individu, du lien avec l'inconscient collectif, qui est le fait qu'un individu est un inconscient individuel, mais en même temps appartient à une sorte d'inconscient collectif qui le porte, et qu'à l'intérieur de cet inconscient, eh bien, l'individu va aller chercher des informations, ou va au contraire en mettre. Et que par conséquent de ce fait-là, eh bien, nous ne devrions a priori jamais rencontrer les gens par hasard, mais que ça appartient toujours à un processus inconscient chez l'individu qui l'a amené à aller à la rencontre de l'expérience. On provoque notre vie, en fait, on amène notre énergie, notre âme, apparemment, aurait déjà un programme, on va dire, établi quand elle descend, et c'est un truc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du voyage astral ici dans la salle, mais on se sent tellement engoncé quand on rentre, quand on rentre dans son corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que quand on sort de son corps, quand on est pure énergie, quelque part, on a l'impression d'être tout et d'être l'univers en entier. Et quand on re-rentre, on est vraiment serré dans quelque chose. On sait, avec l'envie, c'est de ressortir quelque part. Ce sont des notions qui ont été développées beaucoup en médecine chinoise à travers les notions de ciel antérieur et ciel postérieur. C'est-à-dire que, effectivement, la réalité d'un être humain, c'est un esprit ou une âme qui s'incarne. Ça, c'est quelque chose que nous arrivons à comprendre et à concevoir en Occident. Et selon ces philosophies-là, eh bien, l'incarnation nécessite le fait de passer dans un univers dans lequel tout est bipolaire, et donc d'être confronté à la réalité matérielle. Cette confrontation à la réalité matérielle est une limite à ce que nous pouvons réaliser. On peut l'illustrer ça aussi avec le rêve. Par exemple, en rêve, je peux tout à fait rêver que je vole, que je saute du 10e étage d'un immeuble, que je survole tout un quartier, que je vais me poser dans un parc, que je rencontre tel ou tel type de personne, etc. Si dans le réel, je saute du 10e étage, je vais être confronté à ce qu'est la réalité de la matière et la densité de cette matière, et je vais m'écraser au sol. Et donc, lorsque l'individu est en rapport et rentre dans son corps et dans son corps physique, eh bien, nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes, nous ne pouvons pas marcher plus vite qu'une certaine vitesse, nous ne pouvons pas manger plus qu'une certaine quantité, nous avons besoin de dormir, etc. Notre corps se fatigue. Lorsque nous sommes dans les champs subtils, eh bien, à partir de ce moment-là, à l'identique de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les limites d'espace et de temps, nous quittons le champ des limites corporelles. Et ce sont donc tous ces témoignages des gens qui ont vécu des NDE, qui ont vécu des voyages dans l'astral, etc. C'est-à-dire le moment où on quitte un des corps, qui est le corps de l'être humain, qui est sans réalité physique, pour aller vers des corps plus subtils, il y en a 7, et qui sont des corps dans lesquels, le corps astral en est un, on peut effectivement s'affranchir d'un certain nombre de barrières. Mais ça va très très loin, cette notion-là, parce que par exemple, on a eu dernièrement un témoignage qui a été particulièrement troublant avec une actrice qui s'appelle Charlotte Valandré, qui a écrit un livre sur sa transplantation cardiaque et sur des mémoires apparentes qui ont été transmises à travers l'organe qui a été transplanté, et où on retrouve la dimension informationnelle de l'énergie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc, qui à un moment donné se retrouve à avoir brutalement envie d'aller faire un voyage en Inde, et elle va donc en Inde, et elle arrive devant le Taj Mahal, et elle dit à la copine avec laquelle elle était là, tu vois là derrière le Taj Mahal, il y a une petite rivière qui passe de telle et telle façon, etc. Alors qu'elle n'était jamais allée là. Et donc elles sont montées, elles ont traversé toute la grande esplanade qui est devant, elles sont allées derrière le Taj Mahal, et il y avait effectivement la rivière telle qu'elle l'avait décrite. C'est-à-dire qu'on est confronté à un moment donné à quelque chose d'extrêmement troublant pour le cerveau gauche, pour notre cerveau logique et cartésien, qui est une espèce comment on va dire ça, de simultanéité des choses, de totalité de la connaissance et de la mémoire, où on comprend peut-être que c'est exactement au même moment qu'ont été découverts le téléphone, qu'ont été découverts un certain nombre d'éléments, parce que l'individu va chercher des informations dans des champs subtils. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire, donc, parce que souvent moi je me suis posé la question, savoir si l'esprit ne voyageait pas plus vite justement que la matière,
Et, obligatoirement. Voilà. Donc quand on arrive à percevoir certaines énergies, quand on a cette faculté, pas tout le monde l'a, mais je pense que tout le monde peut l'avoir. En fait, il suffit de se mettre peut-être en état soit de transe, soit par le son aussi, qui est une énergie en elle-même. J'aimerais bien qu'on en parle aussi, parce que je sais qu'avec le son, on arrive à atteindre en fait des états modifiés de conscience, Oui. justement pour pouvoir voir cette énergie. Je l'ai fait avec des chamans. Et on fait ça avec Alors, du tambour. Vous pouvez effectivement... c'est très facile d'y aller dans ces champs-là. Oui et non. Oui et non. C'est très facile. Je vous assure, on vous fait allonger, on vous fait faire quelques respirations d'une certaine manière. Il ne faut pas avoir l'esprit, en fait, vraiment. Quand on a un esprit qui est curieux, c'est-à-dire que vous dites c'est facile, oui, si on veut. Mais quand on a un esprit qui est curieux, on n'a pas forcément... C'est pas si facile que ça, en fait. Oui, mais vous allez voir. Quelque chose qui s'accroche. C'est facile d'y aller, mais c'est difficile d'en venir. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent sur ce genre de travail et sur ce genre de technique et ne pas les faire avec n'importe qui. Parce qu'on va là dans des champs qui sont des champs dans lesquels l'organisation n'est pas la même que dans le champ dans lequel nous sommes là. Et que la difficulté, comme pour les sas de décompression que fait un plongeur qui doit remonter des profondeurs, nécessite la réorganisation de la structure psychique de l'individu qui revient dans cette réalité présente ici et maintenant. L'organisation, c'est-à-dire C'est-à-dire que dans les champs subtils, quand vous allez dans des champs d'expansion de conscience, que vous allez contacter certains niveaux d'information, c'est absolument fascinant. Ça vous aspire, c'est absolument incroyable, c'est comme quand on a des contacts avec le lumineux, il y a un certain nombre de choses absolument troublantes qui émergent dans ces moments-là. On a effectivement une impression de toute puissance, d'appartenance à l'univers, de tout comprendre, de tout savoir. Et c'est tellement fascinant, si vous voulez, que, étant attiré par ça, on y laisse une accroche et une racine. Sauf qu'un individu, c'est une réalité physique qui est inscrite dans le temps qui est ici et maintenant. Et dans ce temps d'ici et maintenant, il a besoin de la cohérence de ses structures psychiques conscientes et non conscientes pour maintenir en état la cohérence physique de ce qu'est son organisme. De la manière avec laquelle se fait le renouvellement cellulaire, de la manière avec laquelle circule la vie en nous, de la manière avec laquelle se construisent les pensées, etc. Ça, c'est les paliers dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Risquer d'amener un bug dans ces schémas-là, c'est risquer de se mettre à l'intérieur de soi un verre qui va être le terrain propice et favorable au déséquilibre, à la maladie, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. D'accord. Donc il faut faire très attention en fait quand on fait Il faut faire extrêmement attention, et que ce soit les chamans ou autres, d'ailleurs, même parfois pour aller dans ces champs-là, ils prennent des champignons, ils prennent un certain nombre de choses, on peut utiliser un certain nombre d'outils. Vous avez chez les derviches tourneurs, il y a des danses qui vous amènent dans ces états de transe. Il y a un certain nombre de techniques que les traditions du monde ont construites avec un certain nombre de personnes qui ont laissé des plumes dans ces histoires-là. Parce que quand on va dans des... on est vraiment dans ce qui est le risque de l'apprenti sorcier. Et je fais partie, moi, des gens qui se battent beaucoup pour responsabiliser et professionnaliser les gens. Parce que, je vous redis ce que je disais tout à l'heure, c'est très facile de faire partir quelqu'un en expansion de champ de conscience. Mais de le faire professionnellement, de le faire honnêtement, de le faire jusqu'au niveau où l'individu peut aller, parce que tout le monde ne peut pas aller aux mêmes endroits, c'est quelque chose qui demande du métier, des heures de vol, de la pratique, de la connaissance. C'est pour ça que les techniques, notamment les techniques orientales qui sont utilisées pour ça, sont des techniques qui demandent des années et des années de maîtrise. Donc le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui s'installe dans ces métiers énergétiques, c'est d'attendre un petit peu, peut-être d'avoir justement assez d'expérience pour pouvoir emmener des personnes dans des champs aussi loin, ou déjà pour ne pas se brûler eux-mêmes et pas brûler les personnes. Absolument. De toute façon, le praticien se brûle lui-même et on le voit très vite. Ce sont des praticiens qui, au bout de 3, 4 ou 5 ans de pratique, commencent à avoir des signes, mais même physiques et manifestes, de la manière avec laquelle ils se sont fait pomper et véritablement sucer la substantifique moelle. On est là. Du vampire aussi, ça Oui, ben vous savez, la théorie du vampire énergétique, vous l'avez tous vécu. C'est le jour où vous avez une copine qui est dépressive, elle vous téléphone, vous l'avez pendant une demi-heure au téléphone, quand elle vous raccrochez, elle est en pleine forme et vous êtes crevé. Donc, vous savez, le transfert d'énergie, c'est très facile à voir et à valider. Et en énergétique, c'est très facile. Vous avez des points d'acupuncture qui s'appellent les points fenêtres du ciel, c'est très facile à utiliser. Et comment on les utilise justement c'est pas moi qui vous le dirai. Mince, raté. J'ai essayé.
Donc oui, mais comment on peut, à la limite, si vous avez peut-être quelques petits conseils pour pouvoir se recharger une fois qu'on a été vidé par un vampire au téléphone en ayant dit bonjour copine, bon t'as un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pouvoir se recharger un petit peu parce qu'on a quand même l'empathie qui est là. On va pas dire je suis désolée, je veux pas te parler, tu vas me tromper. Ça se fait pas quoi. Donc, tout se négocie. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer La première des choses, c'est que quand on raccroche, il faut tout de suite faire ce qu'on vient pour couper le lien. Hein, c'est-à-dire se préoccuper, se mettre l'esprit sur quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui va plutôt détendre, quelque chose qui va plutôt ramener de la vie, de l'envie de rire, de la lumière, de la luminosité. C'est-à-dire, voilà, se remettre dans un champ où on se réapproprie avec soi, parce que tant qu'on est dans le lien, même lorsque la ligne a été raccrochée, la ligne elle continue à fonctionner. Oui, moi ça m'est arrivé justement en fait, d'avoir des copines au téléphone et de garder le lien, mais même de savoir dans l'instant, on va dire les 10 minutes qui suivaient, de savoir ce qu'elles étaient encore en train de faire. Oui. Donc, mais ça marche bien. C'est ces relations justement entre personnes où on dit justement que tout le monde est relié, tout est relié, oui. et que l'énergie donc est un champ d'information. J'aimerais bien qu'on en parle justement d'information parce que c'est très compliqué à comprendre. Vous savez, c'est facile hein, et ça marche d'autant mieux qu'on est en empathie avec l'autre personne. Et donc, si vous voulez vous amuser, s'il y a des gens avec qui vous êtes très copain-copine, vous aimez bien, etc. Ah, mais il n'y a pas besoin d'être copain-copine, c'est suffit de le voir. Oui, mais bon, on va dire que c'est plus facile. Comment on peut se protéger de ça, de l'empathie, c'est ce qu'on peut c'est la première des choses qu'on doit apprendre en énergétique, c'est-à-dire qu'il y a, avec un patient, aucune empathie à avoir. C'est difficile. Aucune empathie, aucune sympathie. C'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité à ce qu'il n'y ait pas de lien qui se crée. Parce que si le lien se crée, à ce moment-là, il y a des échanges d'énergie qui se font de façon subtile. Et effectivement, quelqu'un qui est en souffrance, c'est un puissant fond. Et que par conséquent, il y a à apprendre, il y a des techniques, dans toutes les techniques énergétiques normalement enseignées, il y a des techniques pour se protéger de ces espèces de transferts. Là. Et sinon, si vous voulez vous amuser, pensez très fort au copain et à la copine. Vous allez voir que c'est lui ou elle qui va vous appeler. C'est pas si marrant que ça. Pour faire des économies de téléphone, c'est bien. C'est SFR qui va être content. Voilà. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, nous sommes une pure énergie. On n'a pas parlé de conscience, en fait. Ça, j'aimerais bien qu'on aborde ce thème-là, justement, de la conscience. Savoir si c'est une énergie, justement. Il y a tellement de sortes d'énergie. Donc, est-ce que la conscience en est une? Est-ce que, justement, cette énergie est intelligente ou pas? Parce que c'est bizarre de voir que quand on a, dans le genre, on va courir, l'énergie, en fait, elle va directement dans les jambes et non pas sur le cerveau ou aux oreilles. On aurait besoin d'écouter quelque chose. On dirait qu'il y a une forme d'intelligence dans l'énergie. Il y a une forme d'intelligence dans l'énergie. Il y a une forme d'intelligence dans le corps. Il y a une forme d'intelligence dans le cellulaire. Il y a une forme d'intelligence dans ce qu'est le conscient et le non-conscient d'un individu. Et c'est toujours la même forme, en fait, finalement. C'est toujours la même énergie. Ce qui change, c'est la façon dont elle est mise en forme. C'est quoi l'énergie, quoi, justement? D'où ça vient? C'est une vibration. C'est la vibration originelle de la vie. D'accord, bien. C'est un fréquentiel qui, à un moment donné, constitue quelque chose qui s'appelle la vie, en tout cas dans notre univers, et qui s'organise en fonction d'un certain nombre de nécessités, un certain nombre de schémas et de contraintes. Et dans ce qui est la question de la conscience, eh bien, à travers, là aussi, une bipolarité à l'équivalent du yin-yang que j'évoquais tout à l'heure, avec un champ qui est le champ conscient, et un champ qui est le champ non conscient. Et dans le champ conscient, qui est le champ où nous sommes en train de parler maintenant, on est plus près de la dimension organisationnelle, de la dimension dense de ce qu'est l'énergie. On est en rapport et en prise avec le réel, le manifesté et le dense. Et dans les champs non conscients, on est plutôt dans une dimension un petit peu plus subtile que celle-là. On est dans la dimension de l'énergie qui est un petit peu plus vibratoire, moins visible et moins tangible, et qui est un petit peu plus informationnelle. Et ça fonctionne à l'identique dans notre réalité physique, c'est-à-dire que lorsqu'une émotion ou une pensée nous arrive, on est d'abord dans de la fréquence, on est d'abord dans l'électromagnétique, du vibratoire, et à un moment donné, ça va prendre une forme, c'est-à-dire que ça va commencer à s'organiser pour devenir une réalité physique. Et cette réalité physique, elle va s'organiser de façon intelligente. Parce que l'information qui a été donnée par le champ plus subtil, tout d'abord non conscient, s'est organisée dans le corps. On peut illustrer ça d'une façon très très simple avec quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est timide, vous le mettez en présence d'une personne qui l'impressionne, eh bien cette personne timide va rougir.
Donc on voit comment quelque chose de subtil, qui est une émotion et à un moment donné ensuite une pensée, finit par se traduire par quelque chose de physique et donc d'organisé, de dense dans la matière. Mais il faut bien comprendre que le timide, quand il est impressionné, il ne rougit pas des fesses ou de la plante des pieds. Il rougit d'une partie précise du corps qui s'appelle le visage. Or, le visage, c'est quoi? C'est ce qu'on met, par exemple, sur les papiers d'identité. C'est-à-dire que c'est la partie du corps qui est représentative de l'identité pour un individu. Et on voit donc qu'il y a une intelligence aussi dans le corps. Il y a une réaction biologique qui fait qu'on sécrète de l'adrénaline. L'adrénaline, ça fait se dilater les vaisseaux. C'est ce qui amène l'afflux de sang dans la partie du corps. Si j'ai besoin de courir, l'afflux de sang ira dans les jambes. Si je suis tenu par une émotion comme la timidité, l'afflux de sang ira dans le visage et dans les capillaires du visage, parce qu'il y a une deuxième hormone qui s'appelle la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur, qui est ce qu'on appelle un électeur de lieu. Pour les synapses après. Et voilà. Et c'est elle qui transmet l'information de l'endroit où l'adrénaline qui dilate les vaisseaux va agir. C'est-à-dire qu'on voit que l'intelligence informationnelle qui était portée par le type de l'émotion se traduit et rentre en cohérence avec une information, une intelligence organisationnelle dans le corps, qui fait que l'action de l'hormone va produire un effet dans telle partie, mais dans pas une autre. Et cette intelligence, on va la retrouver dans tous les champs. Mon dernier livre sur les animaux, j'y montre comment la conscience qui existe aussi chez l'animal, en plus éventuellement, est également organisée de la même façon, et peut se comprendre et se concevoir exactement de la même façon, au point qu'on peut en arriver à s'interroger même sur les philosophies, telles que la métempsychose, de se dire que finalement, peut-être que les frontières qui ont été posées entre les espèces ne sont pas aussi marquées que cela. C'est-à-dire que ce qui est l'énergie en tant que telle, avec un E majuscule, on va dire, qui est un fréquentiel de base à la base de l'organisation de toute la vie, se retrouve à l'identique dans tous les champs de la manifestation de cette vie, que ça aille du végétal en passant à l'animal et en allant jusqu'à l'être humain, qui est censé être la forme la plus élevée, en tout cas en termes de conscience, de ces niveaux-là. Et en même temps, quand on regarde les travaux des éthologues, etc., on se rend compte que la conscience et l'intelligence, c'est quelque chose aussi qui n'est pas simplement un apanage de l'humain, mais qui appartient aussi dans le champ des autres formes de la vie, notamment la vie animale. Et c'est là où on voit que cette énergie, elle est à la fois organisation, c'est-à-dire densité et matière, mais elle est également information, c'est-à-dire dimension subtile. On est quasiment une information à l'état pur, ou une énergie pure. Nous sommes une information à l'état pur, et ça on peut l'illustrer avec ce qu'on appelle un hologramme. Vous savez, un hologramme, c'est en fait une image en 3 dimensions d'un objet qui est reproduit parce qu'on a envoyé sur lui un faisceau laser, un faisceau de lumière cohérente, qui permet de reproduire en point lumineux une image en 3 dimensions. Cette image ne peut se constituer que parce que chaque point de l'hologramme connaît le positionnement des autres. Sinon, les points lumineux ne pourraient pas s'organiser. Ça, c'est la cohérence du faisceau laser qui permet ça. Eh bien, il faut savoir que la conscience des individus, c'est la même chose. Nous sommes en fait un point d'un hologramme, qui est à un moment donné un point de conscience de quelque chose. Et ce point de conscience qui appartient à un champ individuel est en fait un des points d'émergence d'un champ collectif dans lequel l'ensemble des consciences et des non-consciences sont interpénétrés. Et que l'individu, en fait, est à un moment donné une signature et une densification de quelque chose d'un peu plus subtil auquel il appartient, et qui est ce que dans notre vision du monde, la vision judéo-chrétienne, faisait comme ça la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit étant la source originelle, on va dire subtile, quasi divine de ce que sont les êtres humains, et l'âme étant ce fil ténu qui part de l'esprit pour aller vers la constitution individuelle qu'est l'individu. C'est bizarre, vous êtes en train de parler, j'ai plein d'images qui arrivent. C'est comme une espèce de vague, en fait. Ça ferait comme des vagues de lumière, en fait, et assez colorées, parce qu'il y a de la couleur aussi en règle générale, pardon, je ne peux pas. Et il y a de la couleur, et qui ferait comme un 8, en fait, entre le ciel et les personnes, donc que ce soit les arbres, oui, la terre et tout ça, qui ferait que l'information remonte et redescend sans arrêt. J'ai un circuit. On trouve beaucoup ça. On trouve, j'évoquais tout à l'heure les notions de ciel antérieur et de ciel postérieur, où les anciens Chinois nous expliquaient que dans le ciel antérieur, c'est avant la naissance, c'est l'avant existentiel, c'est là où on est dans les champs subtils, où les esprits existent tous ensemble, et ensuite le ciel postérieur, là où on s'incarne, et il y a des retournements, justement. Et cette forme de l'hémiscate,
Cette forme de retournement, on la trouve dans tous les pans de la vie. On va la retrouver dans la structure de l'ADN, mais on la retrouve, par exemple, en ce moment, vous êtes en train de le vivre sans le savoir, sur la rétine de vos yeux, je suis la tête en bas. C'est-à-dire que dès que quelque chose change de polarité et de positionnement, eh bien on retrouve ce retournement. Le fœtus, pour naître, se retourne. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce champ de retournement et on le retrouve dans les structures, même dans les structures corporelles. Et c'est quelque chose qui est absolument à la fois troublant et très rassurant parce qu'on y trouve de la cohérence. Et on voit que finalement, cette notion d'énergie fait que la vie est un continuum permanent dans lequel finalement, comme disent Lorient, nous sommes des avatars à l'intérieur de ça, qui émergent à un moment donné, qui produisent quelque chose à un moment donné et qui réintègrent et retournent. Nous sommes finalement un peu comme des gouttes d'eau qui auraient leur conscience de gouttes d'eau tout en appartenant à l'océan. Moi j'arrive à voir, mais je ne sais pas si vous comprenez. Oui. On parle aussi, justement, quand il y a des problèmes énergétiques, donc des coupures au niveau énergétique, c'est ce qui crée la maladie, en fait. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça, c'est-à-dire comment ça se passe, pourquoi on se crée, parce qu'en fait on se crée quelque part tout seul, ces blocages énergétiques pour pouvoir être malade, peut-être pour comprendre quelque chose ou simplement parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie et que... Alors ça c'est... Voilà, il y a deux choses là, il y a à la fois le pourquoi et le comment. Si vous voulez, on peut illustrer ça aussi dans la réalité physique d'un individu. Nous avons à l'intérieur de nous, et au moment où un individu se constitue, avec la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule, ça crée des cellules qui deviennent des cellules qui se multiplient pour finir par constituer un corps. Ces cellules, qui sont ce qu'on appelle des cellules souches, sont des cellules qui portent en elles les informations de tous les possibles. Et à un moment donné, quelque chose fait que telle et telle cellule va se différencier pour devenir une cellule osseuse, une cellule neuronale, une cellule musculaire, etc. C'est-à-dire qu'elle perd l'information globale, cellule souche, je suis capable de tout être, pour ne plus se focaliser que sur une seule information, je deviens une cellule osseuse. Et je me constitue comme telle, et une fois qu'elle s'est constituée cellule osseuse, elle a perdu la conscience de toutes les autres données. Voilà, elle focalise sur quelque chose. Les êtres humains, c'est la même chose. Nous avons perdu la connaissance et la conscience de champs absolument phénoménaux dont nous sommes issus, auxquels nous participons, mais dont, du fait de notre focalisation sur une incarnation qui est celle dans laquelle nous sommes en ce moment, nous avons perdu la connaissance. Mais il faut savoir qu'entre ce moment-là, c'est-à-dire celui où la cellule devient une cellule qui se différencie, et celui où l'information de la cellule souche lui a permis cette différenciation, il y a un temps qui est le temps informationnel. Si dans ce temps informationnel, il y a un bug qui s'inscrit, à partir de ce moment-là, la différenciation se fera mal. Au niveau d'un individu, c'est exactement la même chose. Nos organismes fonctionnent en permanence comme ça. Nous avons en permanence dans le corps des cellules qui meurent, nous avons en permanence dans le corps des cellules qui renaissent. Et ce processus-là, il n'est ni volontaire ni conscient, mais il fonctionne à travers des informations qui circulent à un moment donné et qui donnent les consignes pour ce renouvellement cellulaire, l'apoptose cellulaire, la mort de la cellule, le remplacement par une autre, qui se font suivant les types de cellules, à des rythmes différents, etc. Et nous voyons que finalement, ce qui est notre réalité physique que nous percevons aujourd'hui, n'est en fait que l'épiphénomène, le phénoménal ou le manifesté, de quelque chose qui, sur le plan informationnel, est absolument fantastique. Un petit peu comme un ordinateur, ce que nous voyons à l'écran, ça n'est qu'un épiphénomène, et le résultat de tout un tas d'informations qui se sont organisées avant pour produire ce résultat. Si à l'intérieur des champs informationnels de l'individu, qui appartiennent à ces structures profondes non conscientes, il y a des bugs ou des mauvaises informations, entre guillemets, qui se mettent en place, à partir de ce moment-là, un certain nombre des équilibres qui participent à la vie et à l'homéostasie du corps physique vont commencer à être perturbés. Si la perturbation du champ informationnel dure, le champ physique, qui a un temps de latence, va finir par devenir lui-même perturbé, et c'est à ce moment-là que le déséquilibre qui s'appelle la maladie va commencer à apparaître.
Et donc en fait, oui, parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé donc en aval, Bien sûr. qui fait que après on est malade dans le genre. Moi là, ça fait depuis le mois d'octobre, on va dire que j'ai mal au bras. Alors vous dites aussi qu'il y a ce côté, le côté yin et le côté yang, donc le côté féminin, le côté masculin, pour pouvoir justement un peu cerner d'où vient le problème qu'on peut avoir. Donc moi je vous dis là depuis le mois d'octobre c'est l'épaule droite, donc ça voudrait dire que c'est féminin. C'est quelque chose qui est en relation avec du féminin, Avec symbolique du féminin. maternel ou féminin. Oui, D'accord, donc, et comment je pourrais faire? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun médicament qui fait passer, ni massage, ni rien qui fait passer le truc. Ça voudrait dire que quelque part je me suis bloquée en fait au mois de En tout cas, octobre. il y a une tension. Vous savez, le corps fonctionne un peu comme un condensateur. Vous savez, les condensateurs, que ce soit en informatique ou en automobile, etc., ils absorbent de l'énergie, de la condensent, et puis à un moment donné, quand ils sont compacts, ils relâchent cette énergie. Et bien le corps fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'une zone tensionnelle qui est inscrite dans le corps est la signature d'une tension d'énergie. Or, la tension devient problématique en énergie lorsqu'elle l'arrête. C'est-à-dire que le but de l'énergie, c'est en permanence d'être entre l'ondulatoire et le particulaire. Et le problème émerge lorsque on se fixe soit dans l'ondulatoire, soit dans le particulaire. Dans ce qui est la réalité physique, il y a donc une fixation de l'énergie dans une zone corporelle donnée. À l'identique de ce que j'expliquais tout à l'heure pour le timide, la zone corporelle dans laquelle l'énergie s'est bloquée, elle est bien entendu extrêmement représentative et symbolique de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et donc on peut agir sur le biomécanique tant qu'on veut, on peut remettre tant qu'on veut la vertèbre en place. Si ce qui se passe sur le fond n'a pas été résolu, le problème va réémerger. J'illustre ça souvent dans mes formations à travers l'idée d'un monsieur qui conduit sa voiture. On ne lui a pas appris que pour changer les vitesses, il faut débrayer. Donc, crac, 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 crac. Ce qu'il finit par faire, c'est qu'à un moment donné, il casse sa boîte de vitesse. Il amène la voiture au garage, le mécanicien démonte la boîte de vitesse et lui dit « Ah ben oui, mais c'est normal, c'est un pignon de vitesse qui a cassé. Je vais vous changer le pignon de vitesse et vous pourrez repartir. » Là, on est dans la vision qui est de la vision mécanique. Tant qu'on ne dira pas à ce monsieur qu'il faut débrayer pour changer les vitesses, il continuera à casser sa boîte de vitesse. Et par conséquent, il y a une nécessité à la fois aller travailler sur le champ dense et manifesté, qui est la réalité physique, mais il y a aussi, et c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, qui est à la base d'un certain nombre de mes ouvrages, il y a une nécessité majeure à permettre au patient qui est en souffrance de donner sens à ce qui se traduit dans son corps. Parce que dans cette capacité à donner sens, il réinforme quelque chose en lui qui va lui permettre de faire évoluer les comportements pour éviter que cela ne se reproduise. Et ces comportements, ça peut aller extrêmement loin, parce qu'il faut bien comprendre que nous ne mangeons pas quoi que ce soit par hasard. Si nous avons envie de tel ou tel type de saveur, en médecine chinoise, on sait mettre en lien les saveurs, par exemple, avec les types d'énergie. Ça a une raison précise. Ça parle de quelque chose de particulier. Si nous avons une difficulté à dormir dans telle ou telle phase de la nuit, ça parle de quelque chose de précis et quelque chose de très particulier. Si nous nous réveillons à des heures précises, si nous nous cognons dans telle partie du corps, et que donc la capacité à donner sens à tout ce que ça signifie va nous amener dans un champ de compréhension à faire évoluer l'information qui est au plus profond de nous-mêmes et donc transformer à ce moment-là la densité matérielle. Avoir une réflexion en fait sur ce qui nous arrive, donc il faut quand même quelque part se soigner soi-même, même quand on est praticien comme vous. Shiatsu, j'aimerais bien que vous développiez un peu ce que c'est, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question en me disant mais c'est quoi? Oui, c'est un nom bizarre, Shiatsu. Shiatsu en japonais ça veut dire pression des doigts. Hein, Shi c'est les doigts et Atsu ça veut dire pression. On est là dans une technique corporelle qui est une sorte, je dirais, d'ostéopathie orientale, si vous voulez. C'est-à-dire qui travaille sur les axes articulaires et corporels, mais en utilisant la théorie des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, pour la plupart des écoles. Même s'il y a une école shiatsu japonaise qui s'appelle Namikochi, qui ne reconnaît pas la théorie des méridiens. Mais sinon, la plupart du temps, dans la pratique shiatsu, on va donc faire un travail sur le corps, c'est-à-dire qu'on aide le corps à libérer. Vous êtes tordu une cheville, il va falloir voir un ostéopathe pour remettre la cheville. Il ne suffira pas de donner un sens à l'entorse à la cheville. Il faut aussi la remettre en place. Et donc, par les techniques shiatsu, on va aller travailler sur la dimension physique, mais en même temps, on va travailler sur les méridiens et sur les points d'acupuncture, qui sont ces sortes de canaux dans lesquels circule cette énergie subtile, dont nous venons de parler, et énergie qui sert à la fois à nourrir une dimension physique et à la fois à nourrir une dimension psychique. Et à travers le travail sur ces méridiens, c'est-à-dire la restauration des flux vitaux,
à travers le travail informationnel qu'on va faire sur les points, parce que quand on travaille sur des points, il y a de l'information qui est envoyée sur ce point, eh bien on va permettre à ce travail à la fois de sens et à la fois de rétablissement de la dynamique physique, de pouvoir se faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pas mal. C'est un bon projet. Oui, c'est clair. Oui, je vois parce qu'on a j'ai une amie, la deuxième parallèle, qui fait aussi donc, du massage shiatsu et qui parle justement qu'elle dénoue, ou du moins elle libère des tensions d'énergie. Ou quand elle travaille sur la rate ou sur telle partie, donc ça peut. Je me rappelle d'un truc où ça m'a fait pleurer. Je ne m'attendais pas du tout à la réaction en fait, que ça pouvait avoir. Oui. Et franchement, là, on peut sentir qu'on a une drôle d'énergie en soi, surtout quand ça remonte comme ça des profondeurs. Et qu'on ne gère rien, parce qu'on ne gère rien du tout quand ça remonte, quand on vous a dénoué, on va dire, un petit lacet comme ça, et vous êtes en pleine soirée, et d'un coup, vous vous mettez à pleurer, et vous ne savez pas pourquoi, et qu'on vous dit, c'est simplement, ça remonte, donc laisse faire, laisse couler. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'organe physique n'est pas simplement un amas de cellules. Pour la médecine chinoise, à l'identique que le corps est un véhicule pour l'esprit, et que l'esprit humain est composé de différentes parties, nous avons des petits moi intérieurs, si j'ose dire, et que le corps est composé d'organes, eh bien, les différents organes du corps servent de support à différents pans du psychisme. Et qu'on peut mettre en lien avec, c'est une théorie qui s'appelle la théorie des entités viscérales, qu'on peut mettre cela en lien avec à la fois la fonction de l'organe et le pan du psychisme qui assure la même fonction. Et donc le foie, l'énergie du foie est associée, on va dire, à un certain pan du psychisme, très globalement qui répond à la question « qui suis-je » l'énergie de la vésicule biliaire répond à la question « quelle est ma place ?» l'énergie de la rate est dans ce qui est le rapport au passé et le rapport à la maîtrise, à la possession, et ainsi de suite. Et tous les organes du corps peuvent être détaillés de cette façon-là. Et c'est les Chinois qui en fait, ils ont découvert ça comment? Je crois quand j'ai fait la conférence, je suis montée à la conférence de l'INRES, vous parliez justement qu'ils disséquaient les vivants pour voir. Ah oui. Non, mais ils ont arrêté. À l'époque, ils ont arrêté depuis. Oui, ils ont arrêté depuis, mais c'est vrai que dans la Chine ancienne, il faut savoir que toutes les bases théoriques de la médecine traditionnelle chinoise ont entre 3500 et 4500 ans. On a fait de l'anatomie bien avant que nous la fassions en Occident, mais les Chinois étaient partis d'une idée de se dire qu'il était complètement idiot de vouloir comprendre l'anatomie et le fonctionnement d'un corps humain en disséquant des cadavres, puisque le corps n'était pas vivant. Et que si on voulait voir comment fonctionnait un corps, c'était plus intelligent de disséquer des gens vivants. Les sauvages. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils disséquaient les prisonniers. Et donc, c'était tout un rituel, c'est-à-dire que c'était un honneur d'abord. C'est-à-dire que pour les prisonniers, c'était un honneur d'être choisi, de faire progresser la science. Il y avait tout un rituel. Et le rôle des médecins était de maintenir les prisonniers le plus longtemps en vie pendant qu'on les disséquait. Et de là, on tirait. Vous savez que nous, en Occident, on était plus intelligents, parce que nous, on faisait la même chose aux gens, mais sans faire de l'anatomie. Puisqu'on les écartelait, on les écorchait vifs, on les empalait, on les brûlait vivants, sans aucun bénéfice pour l'anatomie. Vous savez, la barbarie, les peuples l'ont toutes eue. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les Chinois ne dissèquent plus les prisonniers. Encore qu'il y a des histoires terribles sur les ventes d'organes et les prisonniers qui existent, qui ne sont pas très rassurantes. Mais ils ont compris comment, à travers cette analyse-là, fonctionnait le corps humain véritablement. C'est-à-dire quelles étaient les interrelations véritables entre les vivants. Ils ont pu justement après dresser, on va dire, un tableau de choses qui arrivaient avec l'énergie. C'est sûr qu'il valait mieux pas être prisonnier. Non, c'est clair. Au niveau des passes magnétiques aussi, donc des magnétiseurs et tout ça, donc là aussi c'est de l'énergie. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont branchés? Il y en a qui savent ce qu'ils font, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. Il vaut mieux savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire que si vous voulez, à la fois pour des questions, on va dire, d'hérédité, de lignée, de techniques qui ont été transmises, etc., effectivement, il y a des personnes qui sont en capacité d'accéder à certains champs d'énergie. On le voit aussi avec, par exemple, les radiesthésistes qui sont capables, avec
un pendule, de retrouver des gens qui sont tombés au fond d'un ravin, ou des choses de ce style-là. On le connaît avec les sourciers, qui sont capables de sentir la présence de l'eau, etc. On le sait aussi à travers notamment les théories des énergies de groupe, donc l'inconscient collectif, ou ce qu'on appelait les égrégores. Ça permet de comprendre les comportements de groupe, que ce soit chez les êtres humains ou les animaux. Et donc le magnétisme et les magnétiseurs fonctionnent sur ces champs-là. Et à travers une certaine capacité et certaines techniques qui leur permettent de gérer l'énergie, ils ont la capacité de percevoir éventuellement les déséquilibres chez les personnes, voir s'ils ne les perçoivent pas, d'une façon générique, d'être une espèce de diapason qui remet en phase en fait la fréquence vibratoire de l'organe. Parce qu'il faut savoir que chaque organe a une fréquence qui lui est propre. On a retrouvé ça avec un outil qui avait été élaboré il y a déjà quelques décennies par un chercheur allemand qui s'appelait Voll, qui avait ensuite eu un appareil qui s'appelait l'organomètre de Voll, qui après a donné des appareils comme pour faire de la morathérapie, etc. On sait maintenant quelles sont à peu près les fréquences propres à chacun des organes. Et donc le magnétiseur va aller agir sur ces champs-là. Et après, suivant les techniques, vous avez différents types de magnétisme. Vous avez du magnétisme qui fonctionne par le contact et l'imposition des mains. Vous avez du magnétisme qui fonctionne à distance. Vous avez des magnétiseurs qui travaillent à partir de photos. C'est très troublant. C'est particulièrement étonnant, même sans connaître la personne. On peut dire qu'eux, ils vont chercher l'information donc dans les champs... dans les champs informationnels existants, voilà, pour pouvoir guérir la personne à voilà, distance. Voilà. Et je pense que la photo est utilisée en fait pour créer le lien. C'est la manière, par exemple, avec laquelle, quand vous utilisez un téléphone portable, vous composez un numéro, finalement, c'est la manière de se mettre en lien avec la personne pour lui de rentrer en contact avec ce qui est la structure un peu plus subtile et vibratoire de la personne concernée. C'est très troublant, hein. On le voit aussi, même en milieu hospitalier, avec les barreurs de feu, avec ces gens qui sont capables de travailler à un niveau énergétique assez particulièrement efficace, puisqu'on fait appel à eux pour soulager les douleurs des grands brûlés. Et pour que le milieu hospitalier fasse appel à eux... Et ça fonctionne. Alors, et ça fonctionne, et on ne sait pas réellement objectiver pourquoi, mais toujours est-il que le système fonctionne et donne des résultats qui sont assez intéressants. Parce que là, en fait, apparemment, ils se relient à la source, ce qu'ils appellent, ils font des prières et tout, qui envoient une certaine information donc, à la personne malade, qu'elle réceptionne, on ne sait pas comment d'ailleurs. Mais on voit souvent ça hein, dans les techniques énergétiques, c'est-à-dire que une des manières avec lesquelles on reste entre guillemets noble dans ce qui est la pénétration ou l'intrusion dans les champs informationnels, et notamment d'une personne qui est en souffrance, c'est que ça s'organise à travers un rituel, à travers une prière, à travers une organisation, à travers un mantra, à travers un certain nombre de techniques qui sont censées verticaliser le praticien, qui sont censées lui donner une dimension qui va être suffisamment noble pour se permettre d'aller chercher l'information dans ces champs-là. C'est ce qu'on retrouvait dans les religions à travers tous les servants qui étaient en relation théorique directe avec le ciel, chez qui on demandait une virginité, qu'elle soit une virginité corporelle, etc., ou une virginité intellectuelle, conceptuelle et de conscience, pour pouvoir accéder au champ divin. Mais c'est pas une histoire de rituel, plus qu'autre chose, on n'est pas un peu dans le côté, on va dire, influence, voilà, parce que justement, quand il y a ce rituel, le cerveau, l'esprit, en fait, se met dans une espèce de transe, en fait, elle-même, ou de l'auto-hypnose. C'est exactement ça. Donc ça élève son champ de fréquence. Et parce que ce qu'on peut constater quand même, c'est que dans ce qui est plutôt le destructeur et le déséquilibrant, ce sont plutôt des fréquences basses, que dans ce qui est le constructeur et l'organisant, ce sont plutôt des fréquences élevées. Et qu'à partir du moment où on élève la conscience de l'individu, à partir de ce moment-là, le champ dans lequel il va fonctionner, dans le champ dans lequel il va aller chercher les informations, vont plutôt être les champs élevés. Il y avait un grand maître, j'ai pratiqué l'aïkido pendant très longtemps, qui est un art martial, un grand maître d'aïkido, disait « Soyez droit et la tête haute, et petit à petit, votre esprit sera pur et élevé ». C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce qui est la réalité physique de l'individu est en lien avec le psychisme. Et si on a quelque part de la rectitude en soi, dans sa posture et dans sa façon d'être, il y a sans doute quelque chose qui va s'élever aussi en soi. C'est pour ça que toutes les techniques, comme que ce soit le yoga, les arts martiaux, quand je signais des livres tout à l'heure, des gens m'ont dit « Moi, je fais du tai chi, je fais du qigong », les postures sont majeures. Elles sont essentielles. Si vous voulez accéder à une énergie qui vous retracte vers le haut et vers le ciel, on n'est pas avachi. C'est pour centrer, c'est pour
pour pouvoir être relié, en lien avec voilà, le vertical en fait que l'énergie passe correctement, donc les postures, tout ça sont quand même c'est important. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un peu n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Et ça marche quand même. Mais on reçoit n'importe quoi. Il y avait un vieux sage soufi à qui on posait la question, qui disait, notamment à travers la manière de penser, parce qu'on a beaucoup de méthodes comme ça, d'autoprogrammation, d'autosuggestion. La loi d'attraction, en fait, tout ça. Oui, mais attention. Parce que effectivement, ce que l'on pense agit. La pensée est une énergie. Donc il faut être particulièrement responsable quand on pense du mal de quelqu'un. Parce qu'on peut lui envoyer, on peut lui envoyer du mal. Mais ce vieux soufi disait, voilà, si tu envoies un oiseau blanc, il te revient un oiseau blanc. Si tu envoies un oiseau noir, il te revient un oiseau noir. C'est-à-dire qu'il y a une véritable nécessité à comprendre. Parce que c'est un des problèmes que malheureusement je rencontre souvent dans les médecines douces et les médecines alternatives. C'est qu'on considère que parce que ce sont des médecines douces ou alternatives qui sont dans ces champs un peu subtils, on peut être dans l'approximation. C'est l'inverse. Plus vous allez dans des champs qui sont des champs subtils, plus il faut que vous soyez rigoureux et organisé. C'est quelque chose qui est fondamental. Sinon ça peut engendrer quoi? Déjà peut-être de la douleur pour quelqu'un, pour la personne qui est en face, mais aussi pour le praticien. Le praticien, si vous voulez, je parlais de ces étapes, de ces paliers de décompression que le praticien devait avoir. Il faut savoir que, si vous voulez, il en est là comme entre les synapses dans le cerveau. Hein. L'espace qu'il y a entre deux synapses dans le cerveau, toute proportion gardée, était l'équivalent de l'espace qu'il y a entre deux planètes dans notre univers. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Et dans la manière avec laquelle on occupe cet espace, eh bien, va dépendre de l'état d'équilibre ou de déséquilibre. Le praticien qui va chercher ou qui va travailler dans des informations, dans des champs trop loin et qui revient trop vite, crée ces champs de déséquilibre, et là il est confronté à des véritables trous noirs. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire des zones dans lesquelles sa substance même vitale est aspirée. D'accord. Et ça peut être dangereux Et ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on voit souvent des praticiens qui, au bout de 10 ans de métier, arrêtent parce qu'ils sont épuisés. D'accord. Ah oui, j'ai entendu des personnes qui se javarisaient. Qui se givarisaient. Voilà. C'est les givaros. Vous savez, les givaros, c'est la tribu qui était des cœurs de tête. D'accord. Et donc, ce sont... on les voit, ils se parcheminent, ils se rétractent. Hein. C'est vraiment... Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils donnent trop d'énergie, ils ne savent pas gérer en fait, le flux. C'est pas obligatoirement qu'ils la donnent aux patients. Ils ont trop de déperdition d'énergie parce que c'est pas organisé. D'accord, ok. Il y a une chose aussi dont vous parliez, c'était parler de restriction de perception, parce que si on a trop d'informations, on devient fou. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça ? Parce que l'individu, pour pouvoir agir, donc le praticien, à un moment donné, il est amené à agir. Il fait un acte, il travaille une technique corporelle, il met des aiguilles, il utilise des moxas, il impose les mains. En tout cas, il est amené à agir. Pour pouvoir agir, il a besoin d'être dans son champ conscient. Or, le champ conscient est une focale. C'est-à-dire une focale, c'est une zone dans laquelle il ne peut pas y avoir au-delà d'un certain niveau et d'une certaine quantité d'énergie. Je vais vous l'illustrer très simplement. Quand vous êtes fatigué et que vous êtes surmené, vous vous mettez à avoir des troubles de concentration et des pertes de mémoire. C'est tout simplement le corps qui nous protège et l'esprit qui se protège en disjonctant l'accès à certains niveaux d'information parce que nous sommes saturés, nous ne sommes plus en capacité de gérer correctement. Et je comprends mieux ce qui m'arrive. Mais vous savez, c'est le grand truc classique. Vous êtes là et vous vous levez de votre bureau pour aller chercher quelque chose. Quand vous arrivez dans la pièce, vous ne savez plus ce que vous êtes. Donc vous retournez à votre bureau, puis là, clac, ça vous revient, vous y retournez. Ça, c'est la signature que vous êtes dans une phase où il y a une saturation. Hein, où il y a le stress, c'est... Ça peut être du stress, de la fatigue, du surmenage, ça peut être beaucoup de choses. Trop d'informations à gérer en simultané, etc., etc. Et donc, dans ce qui est la position et la posture du praticien, il en est de même. C'est-à-dire qu'il doit être en capacité d'aller chercher uniquement des informations qu'il sera en capacité de gérer dans son champ conscient et avec les moyens qui seront les siens. Pour pouvoir les transmettre, donc, aussi pour faire quelque chose. Pour pouvoir voilà, non seulement ça, et puis surtout pour porter en conscience quelque chose. Parce que ce que l'on a constaté, que l'on sait, c'est que l'intention du praticien, plus elle est organisée, plus elle est précise, plus elle est efficace. Justement, vous parlez d'intention, donc, parce que l'intention est très importante dans tout ce qu'on fait apparemment, mais surtout au niveau de l'énergie et du travail énergétique. C'est l'intention qu'on met, qu'on va mettre dans, on va dire,
un soin pour quelqu'un. On ne Absolument. peut pas rentrer dans une personne en ayant, je sais pas, en disant il est déjà malade, mais je ne pourrais rien faire pour lui, ça ne servira à rien, c'est déjà lui mettre un pied dans la tombe. Ah ben ça, c'est déjà lui envoyer une information. Voilà. Donc, Dites-vous bien que les malades, tels que vous les pensez, ils savent que vous les pensez comme ça. Vous avez beau leur dire tout va bien, ne t'inquiète pas, tout est ok. Si au fond de vous, vous pensez qu'ils sont foutus, il le ressent. c'est certainement, bien sûr. Mais bien sûr. Ça, on a pu le voir aussi avec les cas de mort clinique, de ces gens qui étaient dans un coma dépassé et tout, et qui vont raconter ce qui s'était passé à côté, ce que les gens avaient dit. Donc là il faut être extrêmement prudent sur ça, mais aussi par rapport à ce qui est le positionnement du praticien. Si on est dans la logique énergétique, hein, bien entendu, si on est dans une logique purement mécanique, on remet une vertèbre en place, on remet une vertèbre en place. Si on est dans la logique énergétique, eh bien, il faut bien comprendre que la remise de la vertèbre en place n'est pas le seul fait, et que l'information qui est donnée également au patient, que la manière avec laquelle on lui permet de donner le sens, que la manière avec laquelle on lui permet de se réapproprier la posture, parce que le corps prend l'habitude d'un décalage qui pour lui devient la normale. Toutes ces informations-là sont majeures. Et que donc un praticien qui travaille et qui veut notamment aider un patient qui est en particulier dans une souffrance physique, si par exemple le patient vient le voir parce qu'il a un problème au foie, la connaissance de l'organe foie que le praticien va avoir appris en ayant fait de l'anatomie va faire qu'il va avoir en conscience quelque chose d'extrêmement précis sur l'organe qu'il va travailler. Quand il va mettre une technique ou de l'énergie ou une pensée ou etc. pour aller soigner le foie, le fait d'avoir une connaissance de ce qu'est le foie va faire que la matrice de son esprit va générer une intention qui sera plus précise. Si en plus, au-delà de cela, la connaissance de la pathologie spécifique du foie qu'il a à traiter, le praticien en a une connaissance et connaît au niveau informationnel ce qui se passe sur le plan biologique, ça va encore plus rendre l'action précise. Si en plus il sait le sens psychique que ça a, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se jouer chez l'individu et chez le patient, il va amener encore un niveau d'information, d'une richesse, d'une qualité encore plus pertinente, qui va faire que ce qui va être envoyé comme information, puisqu'on rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'informationnel qui va restructurer, ce qu'il va envoyer comme information à ce moment-là va être d'une pertinence, d'une précision et d'une, comment on va dire ça, ça va être un laser, et donc une efficacité beaucoup plus grande. Matière, énergie, son, en fait, tout ça c'est quand même assez vaste, on a parlé de quelques trucs. Au niveau des couleurs, est-ce que vous pensez que, parce que là aussi il paraît que voilà, la couleur c'est une énergie. La chromothérapie, oui. Voilà, la chromothérapie, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et ça soigne quoi? Parce que dans vos livres, en fait, on ne vous soigne pas par la couleur, c'est juste le truc au niveau du passage des... Je suis un peu perdue là, c'est le stress qui fait ça. Oui, c'est ça. C'est le stress qui fait ça. En médecine chinoise aussi, on connaît ces dimensions-là. Je vous évoquais tout à l'heure les saveurs. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, on utilise absolument tout, c'est-à-dire même ce que nous on connaît à travers la théorie des signatures de Paracel, c'est-à-dire que la forme de la plante qui ressemble à un organe va soigner cette plante. Et va soigner l'organe. C'est-à-dire que... La plante et l'organe ? Oui, il y a un échange qui va pouvoir se faire entre les deux. D'accord ? C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Et on le voit, ça, il y a eu des études qui ont été faites sur les réactions notamment d'un philodendron aux pathologies de son propriétaire. C'est très 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 troublant. La plante était malade comme le propriétaire. Voilà, ce qu'on retrouve avec les animaux, par exemple. Ah oui, ça, les animaux, c'est clair. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a, en médecine chinoise, par exemple, il y a 5 organes majeurs, les poumons, le foie, le cœur. Eh bien, vous avez 5 parties dans une plante. Vous avez la racine, la tige, la feuille, la fleur et le fruit. En fonction de ce que vous voulez soigner, vous prendrez la partie qui est en résonance avec l'organe qui est malade. Vous avez des types de métaux différents. Quand vous voulez tonifier une énergie, vous allez de préférence utiliser de l'or. Quand vous voulez disperser une énergie, vous allez en préférence utiliser des aiguilles en argent. Il faut savoir que lorsque vous voulez, par exemple, dynamiser ou favoriser une énergie, vous allez pouvoir conseiller à la personne de manger un certain nombre de plats parce qu'il y a 5 saveurs de base. Nous, dans nos systèmes occidentaux, on ne connaît plus que le salé et le sucré comme saveur. Et ça équilibre, en fait, ça, c'est juste une histoire Absolument. d'équilibrer tout ça. Absolument. Vous parlez aussi de 5 grands principes d'énergie. Voilà, les 5 grands principes fondamentaux. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, à chacun de ces principes est associée une couleur particulière, une saveur particulière, un organe particulier, une période de la journée particulière,
une structure psychique particulière, un mode de cuisson. C'est-à-dire que si vous voulez, en médecine traditionnelle chinoise par exemple, ils faisaient des prescriptions, c'est un menu dans un restaurant. Hein, et donc, ils connaissaient aussi l'organothérapie, ils savaient utiliser les minéraux, ils savaient utiliser aussi les animaux. C'est-à-dire que dans les animaux, en fonction de leur forme ou en fonction de leur comportement, étaient utilisés sur le plan médical. Quelqu'un qui, par exemple, manquait de confiance en lui, on allait lui faire consommer des parties d'animaux qui étaient des animaux comme des prédateurs, des animaux qui étaient agressifs, pour lui redonner cette confiance. C'est pas psychosomatique en fait, tout ça? Ou c'est vraiment de l'énergie? C'est pas parce que la personne... Ah oui, le tout c'est que ça marche après. Exactement. Parce que si ça marche, ça veut dire que sur le plan énergétique, c'était là. Vous savez, la question du placebo et du nocebo, est-ce que c'est pas déjà même ça la racine de l'énergie? C'est magique là. Oui, on est vraiment... mais vous savez, le placebo c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça qu'on avait construit des rituels. Et on a constaté que le placebo soigne. On le voit, même la science médicale classique l'utilise dans ses protocoles pour tester les médicaments. On fait des tests en double aveugle. Donc on sait très bien que le placebo fonctionne. Vous savez, il y a eu des expériences intéressantes de faites aux États-Unis, notamment avec des Parkinsoniens. Ça a marché? C'était très très troublant. C'est-à-dire que certains Parkinsoniens peuvent être soignés en leur mettant dans la zone cérébrale concernée, dans l'opus niger, en y faisant descendre une aiguille métallique extrêmement fine. Et ça fait disparaître les symptômes de Parkinson. Et donc on a pris 2 groupes de patients qui n'étaient pas au courant, qu'on a préparés pour l'opération, à qui on a mis le cerclage donc, au niveau de la tête, à qui on a rasé le crâne, à qui on a découpé donc, la peau, etc. On a commencé à découper le crâne. Et certains, on a mis l'aiguille, et l'autre moitié du groupe, on n'a pas mis l'aiguille. Il y a eu un taux d'amélioration et de guérison avec un an de recul sur le truc, aussi important chez le groupe placebo que chez le groupe traité. Donc, c'est extrêmement troublant cette question du placebo. Et il faut savoir que là, on est sans doute dans quelque chose qui appartient à la dimension informationnelle de l'énergie. C'est-à-dire la conviction du praticien, la confiance que le patient va avoir en lui, le rituel qui est mis en place, un certain nombre d'éléments, et puis peut-être quelque chose qu'on ne maîtrise pas, va avoir cette action informationnelle qui va permettre des choses, mais absolument incroyablement troublantes. Comme ce qu'on appelle les rémissions spontanées, c'est-à-dire des gens qui sont condamnés, qui on a dit il vous reste 3 semaines à vivre, vous avez le corps qui est entièrement métastasé, et qui sont rentrés chez eux, qui ont dit ben voilà, ben ces 3 semaines je vais les vivre. C'est pas le lâcher prise aussi? Il n'y a pas une histoire de lâcher prise dans l'histoire? Je sais pas. Mais ce qui est particulièrement effrayant en revanche, c'est qu'il faut savoir que le placebo, il a son corollaire inverse qui s'appelle le nocebo. C'est-à-dire que dans le sens inverse, la même chose existe. Pour rendre malade quelqu'un, simplement lui dire que tu es malade, quoi. D'accord, donc c'est très dangereux de penser, de dire des choses. On va se taire, on va arrêter de penser. Voilà. On va laisser l'énergie pure nous traverser. Voilà. Et comme ça, nous allons devenir sages. Si on est là, je crois que c'est parce qu'on cherche à devenir sage. En fait, d'où un peu cette notion aussi de karma chez les Asiatiques, justement, qui disent qu'on revient sans arrêt dans le corps pour se purifier, avoir de plus en plus d'informations, pour remonter de l'information à la source, et redescendre pour repêcher de l'information jusqu'à atteindre un niveau de perfection, quelque part. Oui, l'Orient ne connaît pas les notions de valeur. C'est-à-dire dans la dimension de l'énergie, il n'est pas le bien, le mal, etc. C'est pour devenir ce qu'on appelle un être réalisé. C'est-à-dire qu'un être réalisé qui a vécu la complète des incarnations, en Orient, est considéré comme tel parce qu'il aura épuisé tous les possibles. C'est-à-dire que l'idée de cette philosophie karmique, c'est absolument pas ce qu'on en a transmis en Occident, c'est-à-dire une philosophie punitive, tu t'es mal comporté, donc tu reviens vivre, etc. C'est pas tout à fait comme ça. L'idée, c'est que, comme je vous l'ai expliqué dans le rêve, on peut tout faire et tout vivre. Mais quand on est dans le réel, c'est pas aussi simple que ça. Eh bien, dans les champs non encore incarnés d'un esprit, dans ce qu'on appelle le nirvana, ou les endroits où les esprits et les âmes existent, tout est possible. Mais lorsque l'on s'incarne et que l'on vit, on est confronté aux limites, qui sont les limites humaines, du champ terrestre, de la matière, etc. Donc on ne peut pas tout vivre en une fois. Et qu'il y a donc, pour pouvoir réaliser l'ensemble des champs possibles, sans doute une nécessité à reproduire l'expérience.
Donc on revient... Voilà. Et le deuxième des champs associés à cette philosophie, c'est aussi l'idée que, en plus, c'est une progression pour les individus. C'est-à-dire que c'est un peu comme une école où on vient apprendre et dans laquelle on progresse. Lorsqu'on a réussi à aller au bout de la leçon, on passe dans la classe supérieure et donc on change de champ d'incarnation. Lorsqu'on n'a pas compris la leçon ou qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout, on fait comme à l'école, on redouble. D'accord ? On n'est pas là dans une notion de punition, on est là dans une nécessité d'aller au bout de ce qui était choisi par l'individu pour s'incarner, parce que pour les orientaux, c'est un choix, ce principe de l'incarnation. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la santé, justement, et cette relation qu'il y a santé-énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus puisque vous êtes... Si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'énergie, le vibratoire et le subtil, c'est ce qui est à la base de l'état de santé ou de l'état de maladie si cet informationnel et ce vibratoire est déséquilibré. Très globalement, il y a une tendance naturelle, qu'on connaît dans le corps, ça s'appelle l'homéostasie. Il y a une tendance naturelle dans ce qui est les champs de la vie, à ce que le vibratoire et le fréquentiel, lui aussi, soient équilibrés. Ce qui met des obstacles à ce libre équilibre et cette libre circulation, c'est finalement ce que les êtres humains font de leur champ de conscience. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, quelles qu'en soient les raisons, les êtres humains veulent arrêter ce continuum de la vie. On est un peu dans quelque chose qui nous confronte au fait que nous soyons dans une nécessité sans doute à aller vers un inconnu qui nous fait peur et qui fait qu'à un certain nombre de moments, on va avoir tendance un peu à freiner, on va avoir tendance à raccourcir les choses. Or, ce qui déséquilibre l'énergie dans sa dimension fréquentielle et dans sa dimension vibratoire, c'est quand on veut justement l'arrêter, parce que c'est un continuum permanent. De la même manière qu'on l'a vu en physique quantique, le corpusculaire devient ondulatoire, puis redevient corpusculaire, puis redevient ondulatoire, dans un continuum permanent, et bien dans ce qui est la réalité d'un être humain, l'énergie aussi passe dans ces champs en permanence. Et donc, lorsqu'on va l'arrêter, elle ne va plus être en capacité de passer dans ce champ-là, et si on la fixe dans le corpusculaire et dans la réalité physique, elle ne va plus devenir une informationnelle. À partir de ce moment-là, il va y avoir un manque, et il va y avoir une densification, ou à l'inverse, si elle est trop dans le corpusculaire, on va être dans une structure de déséquilibre de niveau informationnel inconsciente ou consciente psychique, et à ce moment-là, le déséquilibre sera dans cette structure-là. Et que, si vous voulez, s'il y a... On est un peu dans la même problématique que le in vivo et le in vitro. Il y a tellement de choses qui fonctionnent en in vitro, des médicaments, des expériences, etc. Et dès que vous les mettez dans le in vivo, ils ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Parce que la différence, c'est la vie et c'est le mouvement. Parce que la différence, c'est l'échange et c'est l'interaction permanente entre de l'information et de la réalisation ou de la concrétisation dans ce qu'est la réalité physique. C'est comme notre respiration, c'est contraction, détente. C'est comme le système circulatoire, contraction, détente. C'est comme tout ce qui permet le mouvement dans notre corps. Les fibres musculaires permettent le mouvement parce qu'il y a contraction et détente. C'est-à-dire qu'en permanence, tout est absolument interrelié et fonctionne selon des schémas qui ont une cohérence fondamentale. Le déséquilibre commence à apparaître lorsqu'on a tendance à vouloir contracter. Ou à contrôler, peut-être. Ou à contrôler, ou à maîtriser. Tout ce qui parfois nous échappe et nous fait peur. Vous pouvez nous parler aussi des chakras. Donc on entend beaucoup parler des chakras en médecine asiatique. Oui. À savoir ce que c'est, si c'est une condensation d'énergie à un certain endroit. Alors, moi je sais ce que c'est, mais je ne sais pas si... les chakras, c'est plus la philosophie indienne. Hein. Ça vient de l'Ayurveda, ça vient et c'est en relation avec les corps énergétiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a 7 corps énergétiques, donc le corps physique, voilà, le corps éthérique, le corps astral, le corps bouddhique, le corps mental, etc. Et il y a 7 chakras. Et Jung, qui s'était beaucoup intéressé à l'Orient, disait que en fait, les chakras, c'était les portes qui ouvraient vers le cosmos et on allait chercher de l'énergie et de l'information. Chakra, en sanskrit, ça veut dire roue. C'est un petit peu, si vous voulez, si j'ose dire, j'ai une explication un peu plus triviale pour mes élèves, c'est un peu comme des tambours de machine à laver, si vous voulez. Ce sont des zones, des sortes de vortex, des sortes d'endroits. Si vous voulez illustrer un vortex, vous savez, c'est l'eau qui part dans
dans le robinet, dans un tourbillon comme ça. Hein. On a vu ça la dernière fois avec un magnétiseur qui nous a Okay. montré ce que Voilà. c'était le vortex. Donc, tout le monde n'était pas là, mais ceux qui étaient là, ça. Et comme le tambour de machine à laver, eh bien, ce vortex a, si j'ose dire, des trous de taille différente, c'est-à-dire ne laisse pas passer les mêmes fréquences d'énergie. Ce sont des portes par lesquelles l'individu se met en prise avec la structure vibratoire globale qui s'appelle l'univers, qui est autour de lui, et dans lequel il va puiser de l'information, et dans lequel il va chercher, il va puiser de l'énergie. Et suivant les individus, eh bien, chacun de ces vortex est plus ou moins ouvert, et plus ou moins en capacité de prendre et de recevoir l'énergie. Et donc le but ultime, si j'ose dire, ça serait de trouver un parfait équilibre de ça. Sauf qu'il faut savoir que ces portes et ces vortex doivent aussi s'ouvrir et se fermer de façon circonstanciée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fois où il faut être capable de fermer, par exemple, le plexus solaire ou le plexus cardiaque, qui sont des zones qui informent plutôt sur le champ émotionnel brut ou subtil de l'individu, parce que les contextes dans lesquels on se situe sont des contextes dans lesquels l'informationnel émotionnel peut impacter la personne. Par exemple, un praticien qui est confronté à quelqu'un qui est dans une souffrance extrême doit avoir une nécessité à protéger ces zones-là, parce que sinon, à partir de ce moment-là, il va perdre sa capacité à organiser correctement l'informationnel qu'il va transmettre au patient. Et donc, ces zones qu'on appelle les chakras sont des zones dans lesquelles l'être humain nourrit son intérieur d'informations et d'énergie qui viennent du cosmos, et à des moments donnés est en capacité de restituer dans ces champs-là, parce que nous nourrissons aussi les structures universelles et l'inconscient collectif d'informations. Voilà, tout est relié, on n'arrête pas d'envoyer l'information, on en reçoit, on en revoit. On est une sacrée machine. Hein. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Ben, ça dépend, puis quand ça marche pas, ben, on est malade. Mais justement, là aussi, ça marche bien. Mais oui, parce que la maladie est une information. Écoutez, c'est quand même intéressant. Quel est l'autre nom qu'on utilise pour maladie? Une pathologie, je sais pas. Oui, et sinon La maladie. On dit une affection. Ah, bah c'est pas fort. Oui, bah, c'est une sorte de maladie, c'est pas la C'est maladie. intéressant comme mot, une affection. Oui, pourquoi? Est-ce que ça voudrait dire que la vie nous montre de l'affection? Est-ce que ça veut dire qu'on porte de l'affection à quelqu'un? Non, j'ai pas dit infection, j'ai dit affection. Ah, une infection, j'ai compris infection. C'est pour ça On dit d'une maladie, c'est une affection grave. Oui. C'est vachement grave, l'affection. La maladie chez... Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie est la signature que le système fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faille la mépriser ou l'ignorer. On dit J'ai le tendance- maladie. voilà, donc, justement, Tendance ça, à c'est dire le à mot. mes élèves, hein, si vous avez quelqu'un qui a un infarctus, c'est bien de se mettre en lotus et de faire des asanas, mais c'est mieux de prendre de la trinitrie. Donc, considérer que la maladie est une information ne signifie pas qu'il faille la sous-estimer ou la mépriser. Mais en revanche, considérer qu'on la traite physiquement ne signifie pas qu'il faille mépriser le message. Parce que si le message n'est pas entendu, Il va se reproduire, il va se reproduire, ailleurs, peut-être plus et grave en encore. général, voilà, comme avec une émotion, vous savez qu'on a fait taire, Oui, oui. quand on se retrouve confronté à une situation équivalente et qu'elle explose, elle est 2 fois plus forte. D'où l'importance aussi de se soigner et peut-être de comprendre d'où ça vient. Absolument. C'est surtout Et il faut pas comprendre d'où ça oublier une vient. chose, c'est que voilà, si on a mal à la tête, c'est bien de se demander pourquoi on a mal à la tête, mais on peut prendre un cachet d'aspirine. Mais c'est souvent ce qu'on fait, hein. On Mais prend un j'ai- cachet d'aspirine, on se pose pas trop la question. Voilà, c'est là où ça va plus. plus. En fait, on a mal à la tête. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il y a une histoire de temps aussi. On n'est plus. Tout le temps, Tout le monde travaille. tout le temps qu'on économise, en ne se posant pas les bonnes questions, Ah, mais maintenant, on va se poser des questions, je pense, après. On Je le pense perd. que tout le monde se posera la question. on le perd plus tard à se soigner. Oui. Et quand on n'est jamais malade, en fait, ça veut dire quoi? C'est pas toujours bon signe. D'accord. Pied dans la tombe. Mais Commandez-moi oui, le parce que, cercueil tout de si vous suite. voulez, la médecine traditionnelle chinoise nous explique que le premier vecteur de déséquilibre de l'énergie et le premier donc, facteur de maladie, c'est l'émotion. C'est-à-dire que les structures psychiques sont à la racine Quand on de bloque tout ce qui se l'émotion, passe. Pardon? et si on bloque l'émotion, ça fait quelque chose. Voilà. Mais en même temps, personne J'ai une clé. Personne ne peut prétendre traverser la vie sans avoir d'émotion, sans avoir de choc émotionnel, sans avoir de contrariété. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. On peut gérer au mieux, on peut anticiper, on peut avoir une meilleure connaissance de soi et être vigilant et à savoir que quand quelque chose commence à se manifester, on sait ce qui se passe, etc.
Mais j'expliquais l'autre jour aussi dans une conférence, quelqu'un qui me posait la question, dire ben oui d'accord, mais donc si on sait gérer et tout, j'ai dit oui, mais vous savez, vous pouvez gérer les choses aussi bien que vous voulez. Vous vous promenez dans la rue avec un petit enfant à la main, et puis une voiture monte sur le trottoir, expose le petit enfant, vous ramassez son corps en sang. Vous pouvez avoir toute la maîtrise que vous voulez de vous-même. Vous allez être impacté avec une violence inimaginable, et donc ça aura une facture. Donc il ne faut pas imaginer un seul instant que on va être totalement épargné et préservé de ce qui va être la maladie. Parfois même elle a un rôle d'utilité. Vous savez, par exemple, c'est le cas de la grippe. La grippe est intéressante parce que, en fait, que produit la grippe? La grippe, elle produit de la température, de la fièvre, on est fatigué et on a mal partout dans le corps, on a des courbatures. Il y a un autre moment de la vie qui produit exactement ça, c'est-à-dire une élévation de température dans le corps, de la fatigue et des courbatures. C'est quand on fait du sport. C'est-à-dire quand on élimine des toxines. Eh bien, il faut savoir que la grippe a aussi ce rôle-là. C'est-à-dire que si nous avons eu une année qui a été chargée et difficile, la rentrée dans l'hiver, qui est la phase et qui est la saison pendant laquelle on sédimente les choses, donc dans laquelle les choses s'inscrivent au fond. Tous les rythmes vibratoires de la vie et de la nature diminuent et baissent. Et c'est ce qui permet justement, quand une eau commence à devenir calme et tranquille, c'est là où ça peut sédimenter et déposer. Et donc tout ce qui s'est passé dans l'année va sédimenter en nous. Va produire de la structure ou va produire de la fragilité. La grippe va nous permettre d'éliminer un certain nombre de ces scories pour éviter qu'elles sédimentent en nous. Ah donc il ne faut pas l'arrêter en fait tout de suite, il faut la laisser faire au moins quelques jours. L'accompagner. Oui. Mais je ne sais plus quel médecin disait hein, une grippe ou un rhume qui est soigné c'est 8 jours et une grippe ou un rhume qui n'est pas soigné c'est 1 semaine. Ne soignez pas la grippe. Il faut surveiller la température, c'est comme beaucoup de choses. Ça, la température, oui, chez un petit enfant, enfin, etc. Bien sûr. Quand on a des enfants, on sait très bien aussi qu'on doit leur laisser des fois faire la fièvre pour tuer le virus, parce que c'est quelque chose qui est très bon pour eux. Oui. Ça, c'est clair. Bon, on arrive peut-être, ça fait déjà 1 heure, je sais que vous devez partir, vous. En fait, voilà, question-réponse si vous avez dans le public, parce que je sais qu'on a plein de choses qu'on n'a pas. Je suis désolé de ne pas trop vous regarder, mais je ne vois pas, parce que la salle est noire et j'ai la lumière là dans l'œil. Voilà. Merci. Oh là là, mais ils étaient nombreux. On a fait un tête-à-tête. Donc, je vais passer le micro. Je crois qu'il y a deux micros. Ou alors, soit on fait peut-être, si vous voulez, on fait 5-10 minutes de pause, que les gens puissent aller aux toilettes et revenir. Ils seront peut-être plus présents dans leur conscience. Non, non. On fait pas de pause. Donc, on continue. Ok. Pas de toilette. Donc, vous ne plaignez pas, ou alors vous levez le doigt, on fait comme à l'école. Et vous pourrez après aller aux toilettes. Donc il y a des micros qui vont passer. Alors qui va avoir la première question? Ou alors on a écrit exhaustif. Oui. Ah ben là-bas. Oui. C'est comme le bocal d'olive, c'est la première. Vous devez partir à quelle heure? Bon, 11h c'est bien. Ça va. C'est parce que voilà, je suis inquiète pour vous surtout. Non, ça va. Vous inquiétez pas, c'est bon. Vous pouvez me dire comment marche l'homéopathie et est-ce que ça marche? Alors là, il y a 2 questions. Alors à la deuxième, je vous réponds oui. Si vous avez autour de vous des gens sceptiques sur l'homéopathie, c'est extrêmement simple. Attendez qu'ils aient pris un coup de soleil, vous leur donnez quelques granules d'apis mellifica en 7CH, et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors on vous dira c'est le placebo. À ce moment-là, donnez-en à un animal et vous verrez comment ça fonctionne. Ça, je crois que c'est absolument indéniable, même si un certain nombre... Vous savez, le gros problème avec l'homéopathie, c'est quoi? J'expliquais au début de la conférence que dans notre culture en Occident, nous ne considérons que ce qui est visible. Et donc le tangible, le manifesté. Et le problème avec l'homéopathie, c'est qu'au-delà de la 7e ou la 9e centésimale, la 9e dilution, il n'y a plus de présence de molécules. Et donc là, bien entendu, les tenants de la science moléculaire manifestée disent il n'y a plus de molécules, donc ça ne peut pas avoir d'effet. On est dans la poudre de perlimpinpin. Sauf que ce que l'on constate, c'est que les dilutions hautes, et même des fois les corsacoviennes, c'est-à-dire des dilutions non plus en 9, 15 ou 30 CH, mais en millième, 10 millième, 100 millième, fonctionnent d'une façon très très troublante, et même avec les enfants en bas âge. Et donc là, on a une première piste qui peut nous permettre de relier le fonctionnement de l'homéopathie
avec ce que nous avons évoqué, c'est l'énergie, et notamment une dimension informationnelle. C'est que, au début de ses recherches, Hahnemann, il était parti, lui, d'une idée, peut-être l'a-t-il comprise en ayant accès à des textes chinois, je ne sais pas, qui était l'idée de ce qu'il appelait le similinome. Il avait constaté une chose, c'est que certaines plantes, lorsqu'on les consommait, hein, c'était avec, comment ça s'appelle d'ailleurs, qui donne la fièvre? Pardon? Le quinquina, voilà, exactement. Et constater que lorsqu'on donnait la plante dans sa dimension pondérale, etc., ça produisait des symptômes équivalents à une maladie et une maladie fébrile. Et il s'est demandé si, en diminuant les doses, et il a fait des essais empiriques, en diminuant les doses, il a constaté que ça traitait le symptôme équivalent à ce que produisait la plante dans sa dimension pondérale. C'est de là qu'il a sorti cette idée du similinome qui traite, hein, le similaire traite le similaire. Mais il y a quelque chose d'intéressant encore qui est arrivé à Hahnemann, c'est que il constatait, parce qu'à l'époque il se déplaçait en voiture à calèche, que plus ses patients habitaient loin de son cabinet, plus les médicaments et les dilutions qu'il leur donnait étaient efficaces. Et donc il ne comprenait pas. Et à un moment donné, il a eu une espèce d'intuition, et il s'est dit, mais c'est parce que les fioles que j'amène de préparation, ce n'étaient pas des granules, hein, c'était du liquide dans l'école, sont secouées pendant le voyage. Voilà. Et donc il a développé là l'idée de la nécessité, pour rendre la préparation plus efficace, de dynamiser le produit. Et c'est là où il a commencé à secouer. Et c'est là où on voit qu'on rejoint la dimension vibratoire et la dimension énergétique. Le fait de dynamiser et de secouer excite le mélange et lui donne sans doute une charge sur le plan énergétique et sur le plan vibratoire qui augmente ce qui est dans la composition de départ et qui est pour moi une information. C'est-à-dire que la dilution, la préparation homéopathique va amener à l'individu une information donnée. Et ça se confirme pour moi aussi à travers le fait que les préparations homéopathiques soignent aussi bien la dimension physique que la dimension psychique. C'est intéressant de voir que dans le diagnostic homéopathique, on interroge à la fois sur le psychisme de l'individu, sur ses modes de vie, ses comportements, la façon dont il fait un certain nombre de choses, et sur ses réalités physiques. Et on obtient des résultats très troublants. Par exemple, vous avez en homéopathie un truc qui s'appelle aconite. Aconite en dilution basse, ça va traiter par exemple les problèmes d'hypertension. Or, les hypertendus sont des gens qui ont un rapport et une peur de la mort particulière, et notamment qui sont dans l'urgence et qui pensent ne pas pouvoir tout faire avant que l'échéance arrive. Eh bien, il faut savoir qu'en dilution haute, aconite traite la peur de la mort et traite l'urgence des personnes qui ont peur de ne pas pouvoir finir les choses dans les temps. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a là aussi cette présence de l'informationnel, puisque la cohérence va jusqu'à traiter avec la même préparation dans des dilutions propres à chacun des niveaux. Dilution basse, il y a de la molécule, je traite le corps. Dilution haute, il n'y a plus la molécule, mais il y a le message, je traite le psychisme. Et donc, l'homéopathie s'inscrit vraiment dans ce champ-là. C'est comme les fleurs de Bach ou un certain nombre de choses comme ça. C'est intéressant de voir que les fleurs de Bach, par exemple, elles ont un fonctionnement qui est d'autant plus pertinent et efficace qu'elles ont été dynamisées par une exposition au soleil. C'est-à-dire par le bombardement des particules solaires qui, elles aussi, vont finalement aller agir sur ce qui est le message qui est contenu dans la fleur et les peurs que la fleur de Bach est censée traiter. Et je terminerai là-dessus en disant, d'ailleurs, la science moderne va revenir là-dessus. On a réussi à rayer de la carte M. Benveniste à une certaine époque, d'une manière d'ailleurs qui a été assez minable et pitoyable de la part de la communauté scientifique, parce que Benveniste, c'était quand même pas un illuminé, hein, c'était quelqu'un qui était nobélisable et qui était un grand chercheur. Et quand il a commencé à parler de la mémoire de l'eau, etc., il a été rayé de cette communauté. Et Montagnier, le professeur Montagnier, un des co-découvreurs du virus du sida, eh bien, vient d'ouvrir un champ de recherche aux États-Unis sur tous les travaux de Benveniste, parce qu'il les a réétudiés. Et il affirme, lui, sans aucune ambiguïté, que Benveniste n'était pas du tout un truqueur ou un escroc. Hein, il faut savoir que la revue Nature, quand ils ont voulu revérifier les travaux de Benveniste, ils avaient fait venir un prestidigitateur avec eux, pour vous dire le champ de confiance qui existe là. Les travaux vont aboutir et montreront, vous savez, il y a 200 ans, une télécommande qui allume un téléviseur, c'était de la sorcellerie. Aujourd'hui, on sait ce que c'est, on sait le faire fonctionner, etc.
eh bien je pense que dans un certain nombre d'années qui vont venir, parce que la science évolue de façon exponentielle, on sera tout à fait capable d'expliquer cette dimension agissante de l'homéopathie, parce que là-dedans, on est loin absolument de ce qui est la conception de la magie et de la pensée magique. On est dans quelque chose qui est effectivement une manière particulière de donner de l'information. Une autre question? Oui, bonsoir. Pour rester sur le sujet et de façon brève, pour revenir sur Benveniste, comment se fait-il que le monde scientifique, qui a essayé de reproduire les expériences de la mémoire de l'autre, de Benveniste, n'y sont jamais arrivés? Pour une raison très simple, je pense c'est que nous rejoignons là ce qui était évoqué tout à l'heure avec comment ça s'appelle, la physique quantique. Je pense que quand on est dans les champs subtils et informationnels d'un certain niveau, l'état d'esprit et la manière avec laquelle le protocole scientifique est organisé peut être perturbé. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de composantes qui sont essentielles. Et que lorsqu'on veut analyser un champ qui est un champ vibratoire, on ne peut pas mettre en place les mêmes protocoles scientifiques que les protocoles, et c'est vraiment le problème que nous avons, nous, dans les médecines alternatives et dans les approches énergétiques. C'est que lorsqu'on vous demande de valider la chose, on vous propose un protocole qui est celui de la validation, par exemple, des médicaments, alors qu'on ne travaille pas dans les mêmes champs. Et je pense que les scientifiques qui ont fait les recherches sur ce qui était cette question-là, parce que Benveniste, comment il s'appelle, Montagnier, j'ai pas l'impression que ce soit un hurluberlu. Je pense que c'est quelqu'un qui est un scientifique qui a un minimum de reconnaissance au niveau international. Il a eu la curiosité d'aller effectivement refaire ses travaux. Alors qu'est-ce qui a biaisé dans les autres expériences? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est tellement dans des champs subtils que pas grand-chose peut agir. Est-ce qu'il y a dans l'environnement... Vous savez, quand on a fait quand on faisait les premières granules homéopathiques, c'est plus le cas maintenant, on vous disait il ne faut pas les toucher avec les doigts. Tout simplement parce que le contact avec la peau allait dénaturer le message qui était là. C'est un peu la même chose que ce qu'on vous dit en informatique. Vous avez par exemple des gens qui ne comprenaient pas pourquoi des logiciels ne marchaient plus, et ils ont découvert qu'en fait c'était le système électronique d'ouverture de la porte de l'ascenseur qui faisait que quand on passait avec une disquette dans cette porte de l'ascenseur, ça générait un bug. Peut-être y en a-t-il eu un. J'évoquais Benveniste comme ça, je n'ai pas suivi le dossier, je ne suis pas un spécialiste du dossier. La seule chose que je constate, parce que j'ai plutôt tendance à être pragmatique, c'est que si un scientifique d'un certain renom, avec la façon dont se sont passées les choses avec Benveniste, prend le risque de relancer les études et de faire les recherches, etc., c'est sans doute qu'il a validé qu'une partie du travail qui avait été fait par Benveniste était quelque chose qui tenait la route, qui en tout cas méritait d'être étudié. Dernière chose enfin, comme il fait ça aux États-Unis, les Américains sont des gens qui ont une conscience économique extrêmement simple. Quand ils mettent de l'argent dans quelque chose, c'est qu'ils croient que ça va fonctionner. Et là, il y a eu des fonds assez importants qui ont été mis dans ce protocole de recherche. Sans doute qu'il y a des arguments pour ça. Après, en dire plus, je vais sortir de mon champ de compétences et je vais faire ce que je dis de ne pas faire aux praticiens, c'est-à-dire d'aller dans des champs où ils sont pas en capacité d'aller. Une autre question? Oui. Devant. Bonsoir Monsieur Odoul. Bonsoir. Merci, parce que c'était une très très belle conférence. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai apprécié. J'ai une question relative à votre livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Il a eu un succès, il a encore un succès énorme. Oui, j'espère que ça va durer longtemps. Je pense que ça va durer parce que justement c'est ma question. À votre avis, pourquoi l'être humain a toujours mal quelque part? Pour une raison extrêmement simple, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'être humain a des champs conscients. Vous savez, on le dit dans la Genèse, le Christ dit à un moment donné, gens de peu de foi. L'être humain a comme particularité, très globalement, de manquer de confiance dans la vie. Et que chaque fois que quelque chose risque d'arriver, qui peut le perturber ou l'amener au changement, il a une tendance à avoir une réticence face à ça. Et donc nous avons en fait une résistance au passage de la vie en nous. Parce que parfois, la manière avec laquelle elle s'inscrit et se manifeste en nous n'est pas dans l'instant ce qui nous semble être le plus confortable ou ce que nous voudrions. Vous savez, c'est la grande différence sémantique qu'il faut être capable de faire entre plaisir et bonheur.
Il y a plein de choses qui peuvent nous faire plaisir, mais qui ne vont pas obligatoirement participer à notre bonheur. Fumer me fait plaisir, c'est-à-dire que ce qui fait plaisir, c'est ce qui satisfait les sens, et qui, parce que ça satisfait les sens, satisfait une partie de nous-mêmes qui s'appelle le moi, et la structure psychique du moi. Alors que ce qui participe à la verticalité de l'individu, c'est une autre partie qui s'appelle le soi, et qui, elle, n'a pas tout à fait les mêmes aspirations. Et pour lesquelles, à l'identique de ce qui se passe pour le corps physique, le fait de se tenir droit, c'est un travail et un effort permanent. C'est plus facile d'être à quatre pattes. Je pense ne pas saisir. Se tenir debout, c'est un déséquilibre permanent, c'est un effort. Et se tenir debout au niveau psychique, c'est exactement la même chose. Nous sommes tellement trop souvent tentés par les choses et par ce qui s'appelle notamment la facilité, qui fait que nous allons éviter un certain nombre de choses. Voilà. Les anciens Chinois disaient l'homme de peu, c'est-à-dire on va dire l'imbécile. Il considère qu'un peu de bien ne lui apportera pas grand-chose et il ne le fait pas. Il considère qu'un peu de mal ne lui nuira pas et il ne l'évite pas. Et c'est ce qui nous amène petit à petit, bon an, mal an, quelles qu'en soient les raisons, eh bien à travers ce chemin qui est le chemin de la vie, à rencontrer des situations dans lesquelles nous nous rétractons. Et chaque fois que nous nous rétractons, l'énergie circule moins bien en nous, elle circule moins bien en nous, elle finit à un moment donné, si elle est trop freinée, par se faire ressentir. Mais à nouveau, comprenons bien que la maladie n'est pas quelque chose qui est destiné à nous faire du mal. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à nous nuire, c'est simplement un signal, c'est quelque chose qui est destiné à réveiller notre conscience. Hein, et à nous interpeller pour nous dire ok. Mais à l'identique, vous savez que quand on a un coup de pompe dans la journée, peut-être qu'il faut simplement se dire qu'il faut dormir un peu plus. Si on peut pas. Hein, si on peut pas. Il faut changer de matelas. Changer de métier. Il faut changer de métier, il faut changer de conjoint, il faut changer d'environnement, il faut, je sais pas, il faut trouver, non mais il faut trouver, voilà, il faut trouver ce qui est à la base. Une autre question? Il y avait par là, j'avais quoi? Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des organes qui étaient touchés et qui relevaient d'une origine particulière. Par exemple, je sais pas, une contrariété qui va toucher le foie, admettons. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie après. Voilà, on se pose la question, on se dit d'accord, ça vient de telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous? Qu'est-ce que vous suggérez de faire ensuite? Même si on en a conscience, qu'est-ce que vous suggérez qu'on fasse, qu'on aille voir un thérapeute, que voilà. Ça dépend tout à fait, si vous voulez. Il faut bien comprendre que donner un sens à ce qui se passe ne signifie pas effectivement qu'on doit être dans la pensée magique, c'est-à-dire qu'il suffit de donner le sens et puis ça y est, c'est fini, c'est réglé. Mais c'est l'ancrage de départ. Prenons un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais du foie. Il faut savoir que chaque organe a des phases d'énergie où il se charge plus ou moins dans la journée et où il est en force ou en fragilité. La chronobiologie médicale le retrouve et on a constaté effectivement que donner des médicaments à telle ou telle heure permettait de diminuer les doses pour la même efficacité. Dans cette chronobiologie qu'a développée la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, l'heure énergétique de charge du méridien du foie, c'est 1 heure à 3 heures au niveau solaire, la nuit. Donc 2 heures à 4 heures en ce moment dans les heures légales. Si je suis quelqu'un qui se réveille la nuit de façon répétitive, vous avez constaté que la nuit, quand vous vous réveillez, vous peinez à vous rendormir et ça met à peu près 2 heures. Ça correspond toujours à peu près à cette période-là. Si, par exemple, je constate que je me réveille de façon répétitive depuis plusieurs jours, voire semaines, entre 2 et 4 la nuit, ça signifie que j'ai une forte tension sur cette énergie du foie. Qu'est-ce que je vais faire de cette information-là? Si je sais que l'énergie du foie répond à la question psychique, qui suis-je? Ça va déjà me permettre de comprendre que sans doute je vis un quotidien dans lequel je me sens remis en cause. Ça va être déjà le premier ancrage de sens. Le deuxième ancrage de sens, ça va être que si cette structure physique qui s'appelle le foie est en fragilité, j'ai peut-être sur le plan diététique intérêt à éviter les aliments ou les choses qui vont aller fragiliser cet organe. Troisièmement, si c'est quelque chose qui dure, je vais avoir intérêt à aller voir sans doute un praticien.
S'il y a une conséquence sur le plan organique, sans doute un praticien qui va travailler à la fois sur l'organe et sur l'énergie. Si en revanche, c'est uniquement dans la phase du début que l'organe n'a pas eu le temps d'être fragilisé, si j'ai l'information que je suis dans une phase de vie dans laquelle je traverse une période où je me sens remis en cause, je vais aller voir un coach, un manager, un psychothérapeute, sur une thérapie courte, mais quelqu'un qui va me donner des moyens pour faire que mon vécu au quotidien soit quelque chose dans lequel je me sens moins remis en cause. Si je peux en plus changer ce quotidien, c'est-à-dire que je peux communiquer avec les personnes qui sont dans ce quotidien et avec lesquelles je vis cette remise en cause, je vais leur en parler, je vais poser les choses, ça va sans doute permettre de changer ça. Si je ne peux pas communiquer avec ces gens-là et que je ne peux pas changer cet environnement, à ce moment-là, je vais travailler sur ma façon de le vivre. Et ma façon de le vivre, eh bien, je vais pouvoir la transformer de façon multiple. Moi, je conseillais à des patients, quand ils avaient un hiérarchique qui les embêtait, d'aller dans un bois, de prendre un morceau de bois et de cogner sur une souche, en nommant la souche. Je vois que vous avez compris le système. C'est-à-dire de trouver ce qu'on appelle un exutoire, c'est-à-dire un vecteur qui va permettre à minima d'éliminer la tension énergétique qui est en train de se manifester, de se mettre en place dans le corps. Voire éventuellement d'aller voir un homéopathe. Vous avez des granules en homéopathie qui aident à gérer les peurs d'anticipation et un certain nombre de choses comme ça. Donc, il y a des réponses. Mais la première des réponses qui doit apparaître, c'est celle que l'individu va se donner à lui-même, parce qu'il va se donner le droit de se demander pourquoi ça lui arrive. Pas parce que vous allez vous réveiller une fois, pas parce que vous avez une fois une migraine, ou parce que vous vous coupez une fois le doigt. Mais si vous vous réveillez de façon répétitive, oui, il faut s'interroger. Si vous avez des migraines de façon répétitive, oui, il faut se poser la question. Si vous avez des migraines répétitives tous les vendredis soirs, il faut sans doute s'interroger sur le bonheur de savoir qu'on va partager un week-end avec tout ce conjoint adoré. C'est oui, oui. Si c'est le dimanche soir, réfléchir à toute cette semaine qu'on passe avec ses collègues avec qui on s'entend si bien. En tout cas, si vous voulez, accuser réception du message, et puis voir quel sens il prend dans notre vie, et se donner les moyens de faire que toutes les choses que l'on pourra faire évoluer vont participer à ce qu'il n'ait pas de raison de s'inscrire profondément. Et de toutes les manières, ça va être à la fois sur le psychologique, le physiologique, le mode alimentaire, un certain nombre de choses comme ça. Vous avez par exemple l'énergie du poumon en énergétique, c'est celle qui permet de poser la limite avec le monde extérieur, donc d'être capable de dire stop. Vous avez des gens qui structurellement ne savent pas dire non et stop, ils se font envahir, ils n'osent pas refuser, ils n'osent pas dire non, etc., etc. En allant travailler sur ces énergies-là, on va pouvoir permettre à la personne, les gens vont rentrer dans leur bureau et ils vont venir à la séance suivante, ils vont dire écoutez, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais alors il y en a 2, 3 qui commençaient à pomper l'air, ils vous disent de pomper l'air, le poumon, vous voyez, qui commençaient à pomper l'air au bureau, je peux vous garantir qu'ils s'en souviennent. C'est-à-dire que si vous voulez, la vie n'a pas pour but de nous faire souffrir. Elle a pour but d'être dans l'équilibre. Si on lui en donne les moyens, elle va le faire. Mais pour ça, il faut que nous ayons la conscience qu'il s'ouvre un minimum de sens dans tous ces petits moments où nous rencontrons des inconvénients. Et pour ça, il y a des cartographies. Donc oui, dans Dis-moi où tu as mal, il y a toute ou dans le lexique, etc. Vous avez des cartographies de ça. Il y a des gens qui proposent d'autres cartographies de ça. L'essentiel, c'est de faire ce lien et de voir si effectivement il est en cohérence avec nous. Ça va ? Et déjà, dans le simple fait de se poser la question, on revient à soi. On quitte un peu l'écume des vagues et l'agitation qui est autour de nous. Déjà, ce simple fait-là va déjà faire que quelque chose va se passer pour nous. Une autre question, peut-être ? Oui, devant. Ah, pardon. Oui, bonsoir. Donc j'avais une question à vous poser concernant le pouvoir de l'intention dans les soins. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé donc de pouvoir soigner avec une intention précise sur un organe par rapport à la connaissance du praticien. Et je voulais savoir jusqu'où devait être cette intention et si elle ne pouvait pas justement bloquer le soin si l'intention était beaucoup trop grande. C'est-à-dire s'il n'y avait pas une perspective d'ouverture qui laisse finalement une sorte de hasard ou de ressenti, je ne sais pas d'où il vient, pouvoir intervenir. C'est pas du hasard, hein, mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus parce que je n'ai pas dit que c'était l'intention qui soignait.
Hein, j'ai insisté sur le fait de dire que c'était la précision de l'intention qui augmentait l'efficacité du soin. Mais ce qui soigne, c'est la technique. Ce qui soigne, c'est l'outil qui est utilisé, c'est le vecteur. Mais effectivement, comme vous le dites, l'intention d'un praticien qui est trop puissante est une intention qui est dans la toute-puissance. Il faut savoir que quand même, la vie est intelligente, il y a des leviers, il y a des leviers de protection qui existent chez l'individu. Et que l'information qui est envoyée, l'information curative ou l'information thérapeutique qui est envoyée, elle passe par un certain nombre de canaux, sauf si le praticien est quelqu'un qui est intrusif et qui utilise des techniques qui vont aller programmer la personne en dehors de son champ de conscience. S'il utilise des techniques qui sont des techniques justes et nobles, l'intention va affiner, va peaufiner le travail, mais ne va pas être dans une pénétration violente. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir faire sauter les leviers, les verrous qui peuvent être mis en place par l'individu. Et c'est ce qui permet de comprendre que pour le même type de souffrance, la même technique qui aura été mise en place, portée par le même praticien, fonctionnera chez un et beaucoup moins bien chez l'autre, voire pas du tout. Et le problème, il aura été, non pas dans le fait, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, que le patient n'était pas prêt à être soigné. Ce n'est pas le patient qui n'était pas prêt à être soigné, c'est le praticien qui a voulu aller trop vite. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté un certain nombre de champs intermédiaires qui étaient chez le patient des champs nécessaires par lesquels il devait passer avant de pouvoir aller à la résolution finale. J'ai l'habitude d'utiliser comme image, de dire, voilà, vous savez, il en est dans les pathologies, comme à la SNCF, au niveau des passages à niveau. Vous savez, il y a marqué, il y a un panneau qui dit, attention, un train peut en cacher un autre. Eh bien, il en est de même là. Vous allez lever un symptôme chez quelqu'un et le faire disparaître. Si vous faites ça trop rapidement, il y a de fortes chances que ce symptôme ait en fait été là pour en cacher un autre. Et celui qui va émerger va sans doute être beaucoup plus puissant et destructeur. Et par conséquent, l'intention du praticien, elle doit être présente, elle doit être pertinente, elle doit être organisée, mais ça peut être paradoxal, elle ne doit pas être intentionnelle. C'est-à-dire qu'une intention ne doit pas être intentionnelle. Hein, j'explique en disant que l'intention du praticien, ce n'est pas l'intention qui veut faire du bien. Ce n'est pas l'intention qui veut régler la chose. L'intention, c'est le champ psychique chez le praticien qui organise la mise en forme de l'énergie pour que l'information que cette énergie porte soit pertinente et soit précise en fonction du champ sur lequel elle est censée agir. On n'est donc pas dans l'intention du cœur et dans l'intention consciente, on n'est pas dans la volonté non plus d'action et de mainmise du praticien, on est dans la canalisation de la structure informative qui est portée par l'énergie et qui est transmise par le praticien dans son geste. Est-ce que c'est pour ça que justement l'empathie, ça peut être dangereux pour un praticien? L'empathie est toujours dangereuse pour un praticien. Donc quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais qui a découvert, on va dire, des dons, des facultés de magnétisme, oui, de faire quelque chose avec l'énergie, de pouvoir la transmettre à quelqu'un, est-ce que ça peut être dangereux s'il a justement cette forme d'empathie? Bien sûr, il faut qu'il apprenne des techniques pour se protéger. Il y a des techniques, hein. Il y a le fait de se passer les mains et les avant-bras sous l'eau après chaque consultation, le fait de faire certaines techniques de respiration, les positions corporelles dans lesquelles on travaille. Si vous avez un maître indien, il peut vous avoir donné un mantra. Enfin, il y a un certain nombre de techniques qui sont là pour justement protéger l'individu. Chaque fois que lorsqu'on est un praticien professionnel et qu'on veut soigner quelqu'un et qu'on se met dans l'émotion et qu'on se met dans l'empathie avec le patient, on se met en péril et on n'aide pas le patient. Parce qu'au lieu de lui redonner les leviers qui vont lui permettre de gérer lui-même la dynamique, il va aller se servir de notre énergie pour aller rétablir cette dynamique. Hein, donc il y a une nécessité vitale pour le praticien à être neutre. Pas indifférent, mais neutre. De savoir ce qu'on fait, voilà, fait, d'avoir appris les techniques. Voilà. Une autre question? On avait une tout à l'heure devant. Oui. Ah, d'accord. Ah oui, oui, bonsoir. Ça fait faucher. Je voulais savoir si, à votre avis, au niveau des énergies, il y a des réceptions différentes entre les gauchers et les droitiers. Dans la vision énergétique qui est celle de l'Orient, parce que je ne les maîtrise et je ne les connais pas toutes, il n'y a aucune différence entre gaucher et droitier. Hein, dans la vision de l'Orient, le gaucher et droitier, c'est ce qu'on appelle un choix d'incarnation. C'est-à-dire que l'individu qui... je suis gaucher, je le dis plus facilement, hein, qui s'est incarné gaucher, il est venu pour ne pas faire pareil.
C'est extrêmement compliqué, comme, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est venu pour faire différemment. Et encore qu'aujourd'hui, de nos jours, ça soit un petit peu plus facile, j'ai été juste, moi, à la limite, hein, je ne vous donnerai pas mon âge, hein, mais j'étais juste à la limite des moments où on obligeait encore les enfants qui étaient gauchers à écrire de la main droite, etc. Ça, c'était véritablement la confrontation au choix d'incarnation, de ne pas faire comme tout le monde. J'ai un fils gaucher, donc gaucher des deux côtés, du pied, des mains. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les gauchers, souvent, ont un œil directeur qui est l'œil directeur droit. C'est très très amusant à voir, parce que l'œil directeur, ça parle d'autre chose que le latéral. La dernière question, peut-être, justement, là devant, parce qu'après, on vous aurait bien gardé. Hein, s'il veut, s'il y a deux poignées, Bonsoir et merci à vous. Vous avez parlé dans un de vos ouvrages sur le cheveu. Vous dites que c'est le fil de l'âme. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, je vais essayer de faire... parce que, si vous voulez, en médecine traditionnelle chinoise, on sépare ce qu'on appelle les fanères. Vous savez, les fanères, ce sont les ongles, les poils et les cheveux. Et en médecine traditionnelle chinoise, ces trois fanères sont des fanères qui sont en lien avec des énergies différentes. L'énergie qui est associée aux ongles, par exemple, c'est l'énergie du foie, c'est l'énergie du bois. C'est l'énergie des prédateurs. C'est pour ça que les prédateurs ont tous des ongles qui sont très puissants, hein, et très développés. Voilà. Les poils, ce sont l'énergie du poumon, la protection. Et les cheveux, c'est l'énergie des reins, c'est-à-dire les racines profondes de l'individu. Il faut savoir que le cheveu, à la différence du poil, il a un canal médulaire, il est organisé un petit peu comme la colonne vertébrale. Hein, il a une sorte de racine. Et il est, semble-t-il, une sorte de fil ténu qui est porteur à la fois de la mémoire de l'individu, et c'est pour ça qu'il se situe au niveau de la tête, qui est ce qui le met en lien avec le céleste. C'est pour ça que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, suivant l'organisation de la religion, par exemple, eh bien, les devins ou les gens qui étaient en prise avec le ciel, ils avaient les cheveux qui étaient longs et qui étaient non coiffés, etc. Alors que les religieux qui rentraient dans des ordres, et qui étaient des ordres très organisés et précis, avaient à minima la tonsure, voire se raser complètement le crâne. Et donc le cheveu, en lien avec cette énergie des reins, pour les anciens Chinois, l'énergie des reins est ce qui comporte aussi ce qu'on appelle les énergies ancestrales, c'est-à-dire ce qui est le bagage avec lequel on vient quand on s'incarne, et qui permet de comprendre que deux enfants du même père, de la même mère, élevés de la même façon, vont développer un certain nombre de différences comportementales parce qu'ils ont des racines qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et qui remontent, on va dire, à je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Et que ces racines et ces énergies ancestrales sont celles qui sont à la base de la capacité de l'être humain à se verticaliser, hein, puisqu'elles partent d'une sorte de petit tripode, une sorte de foyer intérieur qui se situe entre les reins, et remontent le long de la colonne vertébrale pour se distribuer dans le circuit des méridiens. Et que le cheveu joue un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'à partir de nos racines et de nos essences profondes, il est aussi ce qui nous met en lien avec le céleste et nous permet de capter donc, les informations fines et subtiles. A l'inverse de cela également, il est aussi porteur de mémoire, comme l'eau et l'énergie des reins. Et c'est pour ça que dans les cheveux, même la police scientifique, elle est capable de vous dire un certain nombre de choses. Il faut savoir que le cheveu, il ne pousse pas à la même vitesse le jour et la nuit. Il faut savoir qu'il sert des montoirs, c'est-à-dire qu'un certain nombre de toxines sont à l'intérieur du cheveu et que la police scientifique peut vous dire combien d'heures vous avez dormi, qu'est-ce que vous consommez, depuis combien de temps, les chocs traumatiques. Le coiffeur avec lequel j'ai écrit ce livre, qui est un grand monsieur, hein, c'est un ancien champion du monde de coiffure, il était coiffeur de la reine de Jordanie, enfin, etc. C'est une pointure dans la coiffure. Et donc, il a développé, avec les formations que j'avais fait en énergétique, cette dimension. Et on peut donc même lire dans le cheveu les phases de vie où il y a eu des traumatismes. Et à partir de là, bien entendu, nous sommes dans l'informationnel et le vibratoire. En faisant vibrer le cheveu d'une certaine manière, on permet à l'information d'aller, bien entendu, se rééquilibrer chez l'individu. Et on peut à ce moment-là libérer de façon assez troublante. Hein. Vous parliez tout à l'heure de pleurs et de choses comme ça. Quand il reçoit en consultation, c'est dans une cabine qui est une cabine fermée, parce que de temps en temps, au niveau émotionnel, c'est assez chaud. Il y a dans le cheveu à la fois un lien donc, avec les racines de l'individu, et c'est pour ça que lorsque les racines sont mises à mal par quelque chose d'extrêmement violent ou une peur intense, on peut tomber et perdre tous ses cheveux.
Et au-delà même de cette notion de racine, il est, parce que c'est ce qui se situe en haut au niveau de la tête et au niveau vibratoire, ce qui nous met en lien avec le ciel. Et en cela, il est donc le fil de l'âme, c'est-à-dire qu'il va du ciel à la terre, il va du subtil à ce qui est incarné. C'est bon? Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que il faut. C'est. Merci Michel. Si vous avez d'autres... Quelques minutes encore s'il y a un livre ou deux qui est en retard. Ce sera avec plaisir. Sinon, mais écoutez, moi, vous avez pu voir, je suis assez bavard. Donc j'ai toujours un grand plaisir à communiquer ça. Et donc merci de votre accueil et merci vraiment à l'association Parallèle d'avoir eu envie de intervenir. C'est nous qui vous remercions d'être là, en fait. Et merci à vous, cher public, d'être présents en fait, à chaque conférence. Merci beaucoup. La prochaine fois, on va continuer un peu dans l'énergie, ce sera la magie du hara. Donc c'est Georges Sifrebi qui viendra nous expliquer ce qu'est la magie du hara.